Bon, en tout cas, je suis ravi d'être avec vous pour parler Ouais, du transcendantal de Kant pendant 4 heures, c'est ça. voilà. C'est parfait. Donc, Je Je suppose vais y qu'en aller, plus, moi. vous avez 4 heures. Alors, pour ou contre? Kant à 4 heures du matin. Allons-y. Je suis sûr que ça passerait presque mieux pour certains qu'en plein milieu de journée. Mais bon, Et en ASMR. voilà. Est-ce qu'on a un jeu de vidéo qui parle de ça d'ailleurs? Quand? Non, je crois pas. Je crois Il n'y a pas, rien qui me non. vienne à l'esprit. Il y a des jeux sur des Kant thématiques. Simulator, non. Hmm. Personnellement, j'en connais pas. Il y a eu des thématiques un peu étranges abordées, mais du Kant, pas que je sache. Non, ça me dit rien. Même pas un petit jeu genre point and click. Non, Je vais chercher dans le bureau de Kant des trucs. non, non. Je crois pas. Bon, hop là. Alors, Alors, c'est Heidegger. Donc rien à voir avec Kant, mais dans Final Fantasy VII, pour ceux qui se souviennent, le nom, je crois que c'était le général, enfin le chef, l'un des chefs de la Shinra, s'appelait Heidegger, c'était une référence à Heidegger, le philosophe allemand. mais il y a énormément de références cachées dans ces séries. Beaucoup de personnages justement dont les noms sont tirés soit des références à des personnes célèbres ou à des films. Tu penses à Titan? Titan? Alors celui-là, non, je pensais pas spécialement, mais bon, parmi les classiques, il y a Wedge, il y a Beats qui sont toujours présents. Je sais plus à partir de quel épisode ils sont apparus. 6, il y en a un. 5. Je sais qu'ils étaient dans le 6, Ouais. Ouais, Le 5, je suis notamment plus tout les à fait. mechas au départ, je crois que c'était des Wedge. C'est ouais, ça. c'est ça. Voilà. Donc le clin d'œil est assez facile à repérer pour celui-là. Zidane, je suis pas sûr que il y avait vraiment un. Enfin, Zidane, il y avait vraiment un clin d'œil, puisque même d'un point de Je crois pas non plus. Je sais juste que quand c'est arrivé en France, ils ont changé le Zidane en Zidane. Justement, voilà. Alors, je sais pas si c'est pour ces raisons-là, mais peut-être parce qu'ils avaient peur. Je- C'était quelle année la sortie? 99, Ouais. Final Fantasy Ah, 9, je crois que c'était 99, début 2000, enfin dans ces eaux-là. Voilà. qui sait? Donc, non, non, il y avait pas de enfin, ou du moins pas de connu. Ouais. C'était un. Voilà, c'était juste que le choix de nom est tombé au mauvais moment. Mais après, c'est pas le seul à avoir été renommé une fois arrivé en France, hein, parce que Claude avait subi le même sort Ah oui, en fonction des traductions. Clad. Voilà. Mhm. Donc non, les localisations étaient assez libres et assez parfois, on va dire, approximatives. Ah bah, Final Fantasy 7, la traduction était. Et- Bah, c'était l'époque, quoi. On va pas du tout. C'est pas la faute des traducteurs, hein, que les choses soient bien claires, hein. euh, C'est parce que la priorité n'était pas forcément la traduction, on n'avait pas forcément beaucoup de temps. Oui. Donc voilà, ça passe sur les traducteurs, c'est ça le problème. Mais c'était pas forcément l'époque où on pensait qu'il fallait faire une traduction sérieuse. Ouais. Et je crois savoir encore aujourd'hui que les traducteurs de jeux vidéo qui font un excellent travail. Alors, Pareil, hein. traducteur de jeux vidéo, ça pourrait être un énorme sujet. Il y a pas mal de points qui sont abordables là-dessus. C'est extrêmement compliqué pour eux. Déjà, même si on facilite beaucoup la vie par rapport à ce qui pouvait y avoir, je pense, justement à l'époque des Final Fantasy, c'est que déjà, lorsque un traducteur doit traduire un jeu, il faut le contexte. Souvent, il n'y a pas un seul traducteur, en plus, il y a plusieurs traducteurs. Donc, ça demande un gros travail de fond pour utiliser les outils pour pouvoir travailler correctement. Ne serait-ce que pour avoir les mêmes références, la bible du jeu, les thématiques, voilà, les mots-clés importants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec le temps, ce genre d'outil qui permet, lorsqu'on a de la traduction, voilà, l'outil est capable de recontextualiser, de fournir un certain glossaire de l'univers. Mais à ces époques-là, il n'y avait pas. Les mecs se démerdaient s'ils ils avaient des scripts. Parfois même, ils avaient des contraintes sur les scripts. Alors, dans le cas de Final Fantasy 7, je pense pas qu'ils avaient les mêmes, mais sur les précédents, il fallait que ça rentre dans un certain nombre de caractères. Donc, en plus, on coupait pour que ça rentre. ouais. Mais oui, la localisation, c'est extrêmement compliqué pour tous ces critères-là, et encore plus
pour des RPG où il y a des textes qui sont gigantesques. Ouais, et puis la masse à traduire est quand même énorme, quoi, Voilà. de toute façon. Hmm. Donc il y a un travail monstrueux derrière. C'est hein. ça. Et clairement, lorsqu'on n'a pas les outils, qu'on n'a pas le budget, les moyens, oui, on tombe sur des traductions faites. Voilà, on a traduit le texte. Et puis ça donne une traduction approximative. La traduction mot à mot passe. Par contre, on a beaucoup perdu dans le sens, on a beaucoup perdu dans les idées. C'est de mémoire, c'est le fait fuite là-dessus qui a même perdu certains concepts, en particulier les relations entre les personnages. La traduction française avait été faite d'une manière que c'était grammaticalement parlant juste, d'un point de vue intonation juste, mais en ayant remplacé des mots-clés du genre, au lieu d'avoir Squall qui dit grande sœur, ils ont mis le nom du personnage, mais du coup, il y a des liens de parenté qui ont disparu. Parce que c'était le seul moment où il y avait le lien de parenté qui apparaissait. C'était un clin d'œil qui était fait dans un. Voilà, dans un. J'ai pas retrouvé mes mots, ça y est, c'est l'effet 4h30, c'est flashback, voilà. Il y avait bien back dans le mot. Et du coup, voilà, les traducteurs, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et faute d'avoir l'œuvre complète et d'avoir tous les trucs et d'avoir le temps pour, voilà, il y a souvent eu des pertes sur ces périodes-là. Et précisons aussi que lorsqu'on traduit des RPG japonais, ou n'importe quel jeu japonais d'ailleurs, quand on traduit en français, il était courant, je crois que c'est plus le cas aujourd'hui, mais à vérifier, mais je crois pas. Non, si, je crois que ça continue encore, de traduire en français à partir de la traduction anglaise qui traduit elle-même le japonais, non pas directement de la version japonaise, qui déjà ajoute encore plus de distance avec le produit original. Tout à fait, ça doit encore arriver, certainement, souvent. Je crois que ça arrive encore. Oui, je suis prêt à le parier. Je vais juste m'écarter une minute, je vais rechercher la tablette, parce que là, je peux pas avoir les questions, tout ça. J'arrive. Je pense que c'est dû au fait que des traducteurs français-japonais et traducteurs anglais-français, il n'y en a pas le même nombre et c'est peut-être pas le même prix aussi. Du coup, je pense que les éditeurs se disent on va prendre des traducteurs depuis l'anglais, ça va nous coûter moins cher. Il me semble. Hein. Mais... Après, les traducteurs ensuite de l'anglais au français vont quand même faire un travail, pour ceux qui font bien leur boulot, et généralement c'est le cas, hein, d'aller regarder un petit peu du côté du japonais, même si c'est pas forcément une langue qu'ils maîtrisent, pour notamment sur des noms d'objets par exemple, ce genre de choses, pour essayer de coller le plus possible à la langue d'origine, d'autant que pour ceux qui ont déjà pratiqué un peu le japonais, pas forcément qui parlent le japonais, hein. Moi je parle pas du tout le japonais, que les choses soient bien claires, mais de temps en temps je regarde un petit peu à quoi ça ressemble, parce que c'est une langue que j'aime bien en tant qu'amateur, et voilà, je ne pourrais pas vous parler japonais maintenant, mais c'est vrai que c'est une langue qui a des spécificités qu'on ne va pas retrouver en anglais, par exemple, encore moins en français. Donc forcément, lorsqu'on traduit de l'anglais, il y a vraiment une perte d'une langue, de cette langue japonaise qui se perd un petit peu dans la traduction, qui va se perdre dans la traduction, bien sûr, mais qui se perd encore plus s'il y a l'intermédiaire de l'anglais. Ça, plus le fait aussi que souvent, c'est pas des traductions qui sont faites, mais des adaptations. Parce que des traductions littérales, c'est pas suffisant pour que le jeu ait un sens pour tout le monde. Et souvent, une fois que la traduction est faite, il va y avoir des références ou des thématiques qui vont pas parler forcément à l'Occident. Et on va refaire une couche derrière, on va changer les termes, on va changer de manière à ce que ce soit plus parlant. On va mettre des références qui parlent au public local. Et donc, en plus, il y a une nouvelle perte à ce niveau-là. Qui peut arriver. Je perds le réseau. Mais en effet, en plus pour revenir sur le japonais, c'est vrai que c'est une langue où beaucoup de choses sont sous-entendues dans la manière dont c'est écrit, prononcé. On va pas faire un cours de jap, de toute façon je serais incapable de gérer ça. C'est vrai que c'est du coup un boulot monstre.
Ça me fait penser à une autre anecdote aussi sur les traductions, c'est aussi la charge de travail. Ça a été une des traductions où j'avais pu avoir un post-mortem de l'équipe de traduction où ils s'étaient vraiment complètement cassé les dents. Ça a été le premier Trails in the Sky quand ils ont tenté de l'importer en Occident. C'est un mec tout seul qui s'est dit allez, je fais la traduction du jeu. Mauvaise idée. Alors, mauvaise idée, c'est-à-dire qu'il s'est très vite aperçu que la quantité de texte était plus importante que dans l'intégralité du Seigneur des Anneaux. Ah ouais, quand même. Et en fait, c'était un projet chaotique qui a pris des années, qui est passé par deux équipes. Je crois que le mec qui a démarré le truc, il a fait une dépression au final. C'était une histoire de malade, hein. Donc, Ne faites pas ça chez vous. voilà. Enfin bon, après, voilà, l'avantage, le point positif, c'est que du coup, on a quand même pu avoir des jeux qui sont arrivés chez nous qui n'étaient pas forcément évidents de base. À faire venir s'il n'y avait pas des mecs qui lançaient ce genre de projet. Et sans oublier aussi des non-professionnels, donc des gens qui ne sont pas rémunérés à le faire, hein, qui vont traduire des jeux. Prenons exemple sur Final Fantasy VII. Si vous avez Final Fantasy VII sur PC, vous trouverez des traductions qui ont été faites par des fans, par des gens qui ont potassé dessus. Qui donne une qualité vraiment incroyable aussi maintenant au titre. D'ailleurs, si vous devez jouer à Final Fantasy VII et si vous n'avez pas la patience d'attendre le remake, et on ne sait pas à quoi il va ressembler d'ailleurs, faites-le sur PC, allez voir les modes qui sont proposés, utilisez la nouvelle traduction. Je crois aussi que vous pouvez aller voir du côté des musiques, puisqu'il y a des musiques de meilleure qualité qui sont identiques aux originaux, mais de meilleure qualité. Enfin bref, plein de bugs qui sont corrigés. Il y a vraiment un travail monumental là-dessus, et c'est le cas pour l'ensemble des vieux jeux, qui sont très souvent sur PC bien remaniés par ces équipes. Mais ça, sur les travaux amateurs de traduction, c'est vrai qu'il y a vraiment des équipes de fans globalement qui font du travail assez remarquable dans beaucoup de catégories. Les RPG en sont une parce qu'il y a tellement de jeux qui sortent avec une telle quantité de texte que les éditeurs sont frileux à faire les portages parce que coût versus revenu, les PNL souvent ils disent non, ça vaut pas le coup. C'est encore plus vrai dans tout le domaine des visual novels où alors là c'est carrément des romans et donc généralement il faut plutôt aller taper dans les équipes d'amateurs, bien que depuis quelques années, on a enfin vraiment une arrivée de gros titres avec des sociétés qui voient qu'il y a vraiment un marché qui intéresse, qui est assez chouette. Mais oui, c'est vrai qu'on peut remercier pour beaucoup de choses le travail des amateurs, et ne serait-ce que ça permet aussi aux éditeurs après de dire finalement il y a un marché, donc on va peut-être se lancer et clairement ouais, faut vraiment aller voir ce qui est fait dans ce domaine-là. Notamment pour les jeux indépendants. Oui. Les jeux indépendants qui n'ont pas les moyens de faire des traductions à grande échelle ont justement des gens qui vont les aider. Je pense à FTL par exemple. Oui. Ceux qui connaissent ce jeu. FTL, vous achetez le jeu sur PC, c'est en anglais. Enfin, à ma connaissance, enfin, en tout cas, ça a peut-être changé. Mais en tout cas, c'est toujours en anglais. il y a un patch FR il y a un patch FR voilà, installé, qui est très bien. Qui est excellent, hein, qui est vraiment très bien fait. Hein. Voilà. Oui, et je précise, lorsqu'on dit allez voir ce qui se passe au niveau des traductions, prenez le jeu original, achetez le jeu original et récupérez les fan patch. Récupérez pas tout le jeu. Voilà. J'ai une question qui est assez intéressante, mais alors pour moi c'est un vrai débat. C'est par rapport à tout ce qui est traduction, il pose la question qu'est-ce qui est le plus important entre le sens littéral qui préserve le fond au détriment de la forme, ou le respect des intonations et des effets voulus par l'auteur, ou est-ce que parfois la forme est plus importante que le fond? Alors ça c'est un débat où c'est des guerres permanentes au niveau même des fans et des personnes, que ce soit dans le jeu vidéo, même dans l'animation, dans tous les domaines. C'est qu'est-ce qu'il vaut mieux respecter la forme, respecter le fond. J'aurais tendance à dire que c'est au cas par cas. Personnellement, c'est important pour moi de faire une adaptation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas garder le texte brut, le traduire.
le traduire, ça marche pour des gens qui sont vraiment des grands connaisseurs. Enfin, le traduire littéralement, c'est-à-dire qu'il y a les références, ils vont les capter. Ça va leur parler, mais si on prend des références à des thématiques très japonaises qui correspondent vraiment voilà, à leur code, à leur culture, pour quelqu'un qui débarque en Occident, il y a un tel grand écart que voilà, ça va pas leur parler. Après, la problématique qui peut se poser parfois, en effet, c'est à vouloir trop adapter, c'est la perte. En fait, il y a un niveau de perte acceptable, à mon sens. Et faut c'est juste que voilà, faut pas que les idées enfin faut pas qu'il y ait que quelque part il y ait quelque chose qui fasse que le scénario perde son sens en fait. Là, pour revenir sur le cas de FF8, c'est que on en perdait en fait des liens de filiation entre les personnages. Donc il y a des événements, des éléments qui enfin pas qui n'avaient plus de sens, mais qui n'en ont jamais eu dans la version française, juste parce que il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne peut pas savoir. Donc c'est là où il y a un problème qui vient pas forcément de l'équipe de traducteurs, parce que encore faut-il qu'ils sachent tout ça. Lorsque tu fais avec un script et que tu n'as pas forcément la vue d'ensemble, C'est peut-être l'anglais qui a fait ça. c'est Qui vont peut-être traduire de l'anglais. Peut-être. J'avoue ne pas avoir vu la version anglaise pour pouvoir comparer. Donc il y a peut-être ça aussi. Donc après, je sais pas ce que vous en pensez vous. C'est Plutôt le fond, plutôt la forme. c'est compliqué à répondre, mais c'est vrai que avoir du fond qui est cohérent entre les versions, ça me paraît être la base de toute façon, pour pas avoir une perte trop importante entre une version française et une version japonaise. Si l'histoire est vraiment totalement différente, là, ça pose un vrai problème. C'est vrai que après, je dirais pour certaines scènes qui sont marquantes, avoir une forme qui se rapproche de ce qu'a écrit euh, l'auteur, c'est quand même assez important. Alors c'est vrai que on pourra peut-être pas toucher exactement euh, tout à fait le fond qui était voulu à la base, mais voilà, avoir pour certaines scènes qui sont vraiment marquantes, je pense que c'est quand même important de garder une forme qui est très proche de ce qui était à la base, quitte à sacrifier un petit peu du front derrière, quoi. Cette question-là, elle est très générale, puisqu'en fait, lorsqu'on interroge la question de la traduction, là on parle de jeux vidéo, mais c'est finalement la question qui est posée à tout linguiste, à tout étudiant, dans les langues, à la fac, etc. En fait, c'est la question traduction littérale, directe, hein, pour aller vite, ou traduction sémantique, donc la traduction du sens. Pour répondre à la question, moi, d'un point de vue personnel, pour moi, c'est le sens qui compte. Enfin, qu'importe, il y a certains mots qui n'existent pas dans d'autres langues. Il y a des expressions anglaises. Bon, là, j'ai aucune qui me vient. Si vous la traduisez de manière littérale en français, ça veut absolument rien dire, et inversement. Et c'est pareil au Japon, etc. C'est pareil dans toutes les langues. Et en fait, un traducteur est d'abord un interprète, dans le sens qu'il va adapter, tu parlais de travail d'adaptation, il va adapter le sens à sa langue et donc à sa culture, non pas pour fuir le texte original, mais justement pour être le plus fidèle à ce texte. Et pour l'exemple de FF8 que tu citais, quand je connaissais pas cet exemple, mais quand j'entends ce que tu dis, pour moi c'est une mauvaise traduction, mais de sens, parce qu'on a perdu le sens. Exactement. Et c'est ni une mauvaise traduction littérale, ni une mauvaise traduction sémantique, c'est juste une mauvaise traduction tout court, parce qu'on a perdu le sens. Et normalement, le sens doit garder déjà tous les différents niveaux de relation entre les personnages, un personnage qui est plus distant, etc. Donc, en France, on a une particularité, on a le vouvoiement, qui n'existe pas dans d'autres langues. Et quand on va utiliser un vouvoiement avec des personnages, prenons Final Fantasy, j'ai plus en tête, hein, mais je ne sais pas s'il y a des moments et des personnages qui vous voient ou pas, je suppose que oui. Je doute, enfin ça n'existait pas dans le texte anglais, enfin je pense pas, et je ne sais pas les formes qui existent en japonais, mais ça doit être différent encore. Mais le vouvoiement paraît tout à fait sensé et rendre compte du texte original, même si ça n'existait pas, s'il y a une distance entre par exemple un élève et son professeur.
Donc, je pense que c'est, enfin, pour répondre à la question, moi personnellement, c'est le sens qui compte. Et c'est le sens qui doit être fidèle à l'œuvre originale, et qui donc ne peut pas être une traduction directe. Oui. Et après, des mauvaises traductions, on en voit aussi beaucoup dans les outils, et même dans les petits jeux tout simples, lorsque les gens n'ont pas forcément accès au sens global, ça se ressent en particulier dans les menus, souvent. Alors, pour info, je travaille dans l'univers du jeu vidéo, donc les problèmes de traduction, on en a vécu. Des fois, on les repère, nous, des fois, on les repère pas. Et c'est vrai qu'il y a des trucs tout bêtes, c'est que les traducteurs, comme généralement, en fait, ils ont les fichiers de texte, ils ont un fichier avec une langue, la langue clé qui leur sert de référence. Parfois, ils en ont une deuxième. Typiquement, comme nous, on est français, on pouvait fournir une version française. On avait une version anglaise nécessitant relecture en général. Donc ça passait dans un service un peu différent qui était, on vérifie que l'anglais est juste, qu'il est cohérent, qu'il correspond au français, qu'il n'y a pas de faute, tout ça. Et après, derrière, toutes les autres langues sont traduites à partir de l'anglais. Mais on se retrouve dans des trucs bêtes du genre, il faut que je retrouve, mais on va utiliser le mauvais homonyme à la traduction et on se retrouve à un menu au lieu d'avoir marqué, au lieu de démarrer, on va utiliser un mauvais homonyme. J'arrive plus à me souvenir des exemples, mais on en avait repéré quelques-uns très drôles où justement ça avait plus aucun sens en italien ou en espagnol. Et c'est le problème que voilà, les traducteurs, ils font avec ce qu'ils ont, même en ayant tout le texte, parfois ils ont juste pas les éléments clés pour savoir où se situe le texte et est-ce que c'est important et quel sens faut donner aussi aux phrases. Faut pas oublier ça. Est-ce que je peux juste rebondir parce Oui. qu'on parle de traduction, mais il y a une autre dimension inédite dans les vieux jeux, mais qu'on a depuis les années 90 et qu'on a maintenant systématiquement dans quasiment tous les jeux, sauf peut-être des jeux indépendants, c'était le doublage. On parlait de bonnes, mauvaises traductions tout à l'heure, je pense que ça peut être intéressant, je ne sais pas ce que vous en pensez, d'ajouter aussi la dimension du doublage, et je crois que on aura différents exemples à proposer, hein. Vous pourriez venir. Et des anecdotes et des explications de doubleurs en plus, donc on peut en discuter, vas-y. Et d'ailleurs, sur le chat, ça peut être intéressant si vous avez des exemples de traduction, de doublage, de très bons doublages, de très mauvais doublages dans les jeux vidéo. Alors, je montrais ma tasse, hein, Metal Gear, puisque j'adore Metal Gear. Mais tout en adorant Metal Gear, notamment Metal Gear Solid 1, je l'adore autant que je déteste le doublage. Et en même temps, par nostalgie, j'adore le doublage. Enfin, je pense que beaucoup comprennent. Pour beaucoup de monde, c'est comme ça. Ouais. Surtout si on découvre à notre époque Metal Gear Solid pour la première fois. Si on l'a pas découvert à l'époque, je crois que c'était en 98, c'est catastrophique. C'est kitsch au possible. C'est mal doublé. La traduction est pas bonne du tout. Les acteurs savaient pas trop ce qu'ils faisaient. Parce que là encore, c'est pas la faute des traducteurs ou des acteurs, hein, mais c'est les conditions étaient pitoyables. Je pense que même quelqu'un qui n'a jamais joué à Metal Gear a forcément entendu des références sur Internet. Tu veux qu'on joue à se tirer l'oreille, plein de trucs comme ça. Ça a été le jeu vidéo génération PlayStation, doublage, et même peut-être PlayStation 2, et ça existe encore aujourd'hui, mais on s'est quand même bien amélioré, parce que quand vous prenez aujourd'hui un Witcher 3, par exemple, un Final Fantasy 15, ou un Uncharted, ou un Last of Us en français, qui sont doublés en français, c'est des doublages de cinéma. C'est parfait. Mais quand on prend dans les années 90, c'était pas pareil. Et le 2 est aussi bon que le 1 à ce niveau-là, et on parlera même pas des fautes d'orthographe. Le 2 était vraiment catastrophique. Ça n'enlève rien. Metal Gear Solid 2 Ah oui, le 2. La traduction textuelle, tu veux dire? La traduction textuelle française, en plus, était blindée de fautes d'orthographe. En plus des problèmes de doublage. Mais les doublages étaient déjà de mémoire. Parce que c'est vrai que ça fait une éternité, je ne l'ai pas fait. C'était en anglais le 2. Les doublages étaient que en anglais. Il n'y avait pas une version française du 2? Ah non. Non, je pense qu'ils ont arrêté les frais. C'est possible. Bon, c'est possible. Après, on avait déjà la voix de David Hayter. Bon. D'ailleurs, les Français ont découvert David Hayter pour la première fois. Enfin, sauf
ceux qui avaient joué au jeu original, enfin, pas original, le jeu anglais, ont découvert David Hayter. David Hayter, c'est le doubleur américain donc de Solid Snake, enfin de Snake tout court, hein, puisqu'il y a aussi Big Boss, jusqu'à Metal Gear Solid 5 non inclus. Puisque là, il a été remplacé par Kiefer Sutherland. D'ailleurs, ça a fait couler beaucoup d'encre à ce moment-là. Même si à titre personnel, j'aime bien Kiefer Sutherland aussi, puisque quand j'étais à l'époque de Metal Gear Solid 2, on se demandait qui va jouer Solid Snake au cinéma. Et Kiefer Sutherland, sur les forums, revenait parfois. Donc ça a été amusant de le voir dans le rôle de Solid Snake après. Mais donc Metal Gear Solid 2, c'était en anglais en France. D'accord, bah, mes souvenirs me jouent des tours. Mais ouais, enfin comme tu dis, le 1, lorsqu'on le rejoue aujourd'hui, ouais, il est vraiment kitschissime au niveau des traductions, enfin des doublages. Après, je me souviens avoir eu des doubleurs qui nous expliquaient qu'en fait, lorsqu'ils doublaient un jeu vidéo, voilà, ils sont payés un peu à la journée, etc. Donc ça va très vite. Ils ont un ensemble de lignes à lire pour pouvoir jouer le texte. Et contrairement à un doublage de film ou de série où il y a le film, enfin les images qui sont diffusées avec les bandes de texte en dessous, donc ils savent ce qui se passe, ils arrivent à peu près à voir les intonations. Là, ils ont juste du texte. Ouais, du coup, Donc c'est compliqué. de temps en temps, voilà. De temps en temps, il y a un peu d'informations autour des annotations, mais sinon, ils vont enregistrer toutes leurs lignes sans contexte. Donc, ça va pas aussi à être juste. Justement, il faut préciser que alors j'ai pas le nom en tête, je sais pas comment ça s'appelle. On parle souvent des doubleurs, des traducteurs, mais il y a un intermédiaire. C'est celui justement qui va donner le contexte. Vous avez, je pense à un making-of, vous avez un making-of du doublage français du Final Fantasy XV, où on voit justement le monsieur qui va travailler avec les doubleurs et qui va justement leur donner ce qui leur manque, c'est-à-dire le contexte. Et c'est là qu'on reconnaît justement un bon doublage, une bonne traduction, des bons doubleurs, mais aussi celui ou ceux qui sont au milieu. J'ai pas le nom en tête, ceux qui vont justement accompagner les doubleurs pour leur donner le contexte, etc. Et qui vont qui vont faire ce travail d'adaptation aussi. Les metteurs en scène du doublage, s'il vous plaît. Oui. De toute façon, je pense que les éditeurs ont compris que faire un doublage, une traduction et un doublage, c'est beaucoup de travail. Ça peut apporter beaucoup au jeu, c'est sûr, en termes d'impact sur un public, par exemple en France. Mais pour ça, il faut que ça soit de la qualité, quoi. Parce que un mauvais doublage, une mauvaise traduction, et ça peut être très dommageable, je pense, pour les jeux qui sortent. En fait, Je sais pas si sur le chat vous avez des exemples de mauvais doublages ou de doublages qui vous ont dégoûté d'un jeu. Alors je sais pas si un doublage m'a dégoûté d'un jeu d'ailleurs, je sais pas pour vous. Un doublage. Dégoûté peut-être pas, mais peut-être que on y prend moins, on a moins d'impact sur certaines choses quand le doublage est pas bon. Voilà, si c'est une cinématique vachement importante et que le doublage est tout pourri et qu'il n'y a pas de sens et qu'il n'y a pas d'intonation, ça te gâche la scène, quoi. j'ai le souvenir. Alors, je sais plus si c'était. Il me semble que c'était un Dynasty Warrior au début de la PS2. Je suis pas sûr. C'est bien un Dynasty Warrior. Mais c'était doublé avec les généraux, voilà, qui avaient tous des voix avec des accents. Ils ont voulu, en fait, pour représenter le côté, ces différentes contrées chinoises, on fait la même chose en prenant différents accents des différentes régions françaises. Donc t'avais un Marseillais. Exactement, c'est ça. Et donc, lorsque Bordiste. il y avait une scène avec le général qui parle avec l'accent marseillais et qui commence à dire qu'il a trop bu, une crise de fou rire à ce moment-là. Et ça y est, ça a complètement cassé l'ambiance du jeu. Alors, il me semble que c'était un des Dynasty Warriors, mais je mettrai pas ma main à couper là-dessus. C'était vrai, début de la PS2. Enfin, début de la PS2 en France. Mais oui, clairement, pour se retrouver sorti du jeu, ça voilà. C'était les débuts. Alors, on a un exemple du rire de Tidus dans la version anglaise de FF10. Ah, oui, ça c'est. Ouais, enfin en même temps ça peut s'expliquer par le contexte. Vu que, alors pour rappeler le rire de Tidus, en fait, alors si je me souviens bien, moi si je me trompe, là je l'interroge mes souvenirs, c'est peut-être pas très frais. Il essaye en fait de faire rire. C'est Yuna, hein, c'est ça. Hein. J'essaie de faire. C'est possible, ouais. Ouais. J'essaie Donc, enfin bref, de lui apporter un peu de gaieté.
Et donc, il rit, mais de manière plutôt exagérée, puisqu'il essaie de forcer le rire. Donc, ce rire un peu agaçant s'explique par la nature même de la scène, où le rire est volontairement forcé, et c'est comme ça que c'est écrit. Je viens d'avoir un autre jeu qui vient de me revenir en tête. Alors là, c'est encore PlayStation, mais bon, j'ai C'est été très PlayStation aux années 90. c'est Pour ça. surtout les premiers où ils pouvaient commencer à caler facilement des voix digitalisées avec Ah l'arrivée oui, le des CD. CD, tout à fait. Ouais. Et le PC aussi, mais Hmm. c'est vrai que ça a été PlayStation a pas mal potassé ça au départ. La Nintendo 64 n'en était pas, enfin c'était pas top pour les voix. Il y avait des Je sais que samples. Mario avait des voix, mais c'était très limité. Bah, limité par la place, hein, tout simplement. Ouais, Cartouches, du coup, on met des samples, on met des voix, pour des sons, pour donner de la vie, mais pas pour faire de la cinématique où vraiment les gens parlent parce que juste ça pouvait pas rentrer. Et le jeu que je pensais, c'était Siphon Fighter, je crois que je le prononce bien, pour ceux qui se souviennent. Donc c'était un jeu Sony, je crois. Il voulait surfer un peu sur la vague Metal Gear. Alors je sais pas s'il voulait surfer sur la vague Metal Gear ou si c'est un jeu qui est tombé à cette époque-là. Enfin, le fait est que c'était dans le contexte de Metal Gear. Et du coup, traduction française. C'était un jeu traduit en français. Et je me souviens à l'époque quand j'y ai joué, j'ai pas forcément été choqué par le doublage parce qu'il était mal fait, même si aujourd'hui, je le dis, enfin, c'est pas top. Mais ce qui m'avait vraiment marqué, c'est que parfois, j'arrivais pas à reconnaître la différence entre la voix du personnage principal et de son supérieur qui intervenait parce qu'ils avaient des voix quasi identiques en fait. C'était peut-être un doubleur différent, mais ils parlaient tous avec une voix de warrior comme ça. Euh, C'était, alors, je sais plus comment ça s'appelle. Tu dois faire ta mission. Très bien, d'accord. On parle tous comme ça. Oui, on parle tous comme ça. On a tous les mêmes intonations. Ok. Du coup, on reconnaît plus. Enfin, moi, enfin, c'est peut-être moi qui suis nul pour la reconnaissance des voix, mais moi, je ne reconnaissais plus les personnages qui parlaient. Et j'ai pas d'autres exemples en tête, mais je sais que j'ai des jeux comme ça, avec des doublages, où parfois, quand on avait des voix, on avait du mal à reconnaître parce qu'ils avaient tous la même intonation un peu robotisée, comme ça, qu'ils parlaient. Va faire telle mission à tel endroit. Dépêche-toi, vite. Oh là là, c'est catastrophique. Enfin, c'est ce type de... Stéréotypé au possible. Ouais, je pense que c'est un peu lié à ce que tu disais, c'est-à-dire que les doubleurs, ils auront peut-être un contexte très général, donc c'est-à-dire un contexte guerre ou infiltration, un truc comme ça. Donc, je pense qu'ils vont le jouer que d'une façon parce que en fait, ils savent pas vraiment comment comment le jouer autrement, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est là-dessus, c'est un point sur lequel il y a eu énormément de travail. Et ça fait du bien. Après, juste pour revenir sur l'histoire de traduire ou non, voilà, quitte à devoir dépenser des sommes qui peuvent être assez folles pour traduire, à mettre les moyens pour avoir quelque chose de clean, c'est un fait que la non-traduction est souvent une barrière à l'achat. C'est-à-dire que surtout dans des milieux assez niches, déjà on touche à un public qui est assez restreint. Si en plus on se coupe la localisation, c'est encore pire. Et pour ce qui est des doublages, il y a une deuxième couche à rajouter. C'est ce qui s'est passé aussi de mémoire sur toute l'époque où les doublages vont commencer à arriver. Pour que le jeu soit vendable aux États-Unis, il fallait que le jeu soit doublé en anglais. Donc on s'est tapé Doublé, aussi, obligatoirement doublé, pas juste pas juste traduit. traduit. Il y a eu une D'accord. période qui est qui a été assez longue où en effet, pour que le jeu soit proposable sur le marché, le doublage était obligatoire. Donc je pense aussi qu'on a eu beaucoup de jeux qui ont été doublés à la va-vite, juste parce que il n'y avait pas le choix. Et on a eu toute une vague probablement de bon allez-y, voilà le script, démerdez-vous. Et après, du coup, c'est forcément ces versions-là qui sont arrivées chez nous. C'est souvent, c'est un peu comme pour toutes les trades. C'est l'Europe, c'est compliqué, ça arrive toujours à la fin. C'est d'abord, d'abord c'est soit les États-Unis si le jeu est américain, soit c'est le Japon si le jeu est japonais. Puis, si le jeu est japonais, ça repasse par les États-Unis. Et enfin, ça arrive chez nous. Et il y a les quelques rares cas,
enfin rare, tiens, c'est pas si rare, mais il y a les jeux qui sont produits en Europe, qui eux vont viser immédiatement le marché européen, où la situation est un peu différente, mais sinon, ouais, c'est pour ça aussi que souvent il y a aussi un peu de perte. Après, voilà, enfin, pour revenir à la question, les souvenirs de doublage, j'essaie de me rappeler des vieux jeux qui auraient eu des doublages assez horrifiques. Malheureusement, j'ai pas d'exemple. Par contre, j'ai une autre catégorie d'exemples aussi. Là, c'est une question qui peut se poser d'ailleurs s'il y a des gens qui veulent en parler en particulier dans tout ce qui ça se trouve, ça touche beaucoup le milieu du RPG ou le milieu des jeux japonais. C'est parce qu'il y a, voilà, il y a plein de questions, enfin il y a eu des questions sur les puristes, sur leur traduction, pas traduction, etc. En particulier, alors littéral, on regarde le sens. Même chose, c'est alors les doublages, le doublage original qui conserve du coup les intonations, la volonté du texte original, ou alors est-ce qu'on met un doublage localisé, ou on fait une version VOST. Alors, la question, je trouve, pour le jeu vidéo est intéressante parce on fait la confusion souvent entre la valeur d'un doublage français dans un jeu vidéo et on le compare à ce qu'on fait pour le cinéma. Alors que c'est deux choses complètement différentes. Moi, je sais que quand je regarde un film, j'aime bien regarder la version originale sous-titrée parce que les acteurs, c'est leur voix associée à leur corps, etc., avec une intonation, alors que je dirais jamais que les doublages français au cinéma sont mauvais. Il y a même des doublages d'excellente qualité. Il y a même des films parfois qui parviennent, doublés français, à avoir une valeur ajoutée à l'original, mais je préfère regarder à titre personnel des films, des séries en version originale. Mais c'est pas le cas pour le jeu vidéo. Exemple très simple. Je vais donner un exemple d'un jeu qui n'est pas traduit en français dans le doublage, mais qu'est-ce qu'il gagnerait à être doublé en français? Ce sont les jeux de Rockstar, GTA ou LA Noire. Pourquoi? Parce que contrairement à un film, quand on regarde un film, on reste assis, on suit les images, on a les textes, les sous-titres. Mais quand on a un jeu vidéo, on joue. C'est-à-dire qu'on est déjà dans une activité. Et il y a un truc que je supportais pas dans GTA 5, même dans les autres GTA, mais surtout GTA 5, parce que c'est un jeu qui est génial, qui est bien foutu, etc. Ou encore pire dans LA Noire. LA Noire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu d'enquête. C'est qu'on a la plupart des dialogues, des discussions lorsqu'on roule, donc quand on est concentré dans la voiture, dans le gameplay, et en même temps, on doit regarder le texte qui, en plus, du côté de Rockstar, alors sur PC, on peut arranger ça, mais je crois pas que sur console, on puisse, des sous-titres qui sont pas très gros. Donc, on essaye de suivre les sous-titres, sauf à bien maîtriser la langue anglaise. Et pour les jeux Rockstar, il faut bien maîtriser la langue anglaise parce qu'il y a beaucoup d'argot, il y a beaucoup de, faut pas juste parler un peu anglais parce que ça peut suffire à certains jeux. D'ailleurs, ça peut suffire pour les jeux textuels. Vous avez des jeux en anglais, même si vous n'êtes pas très fort en anglais, vous arrivez à vous dépatouiller. Mais GTA, franchement, ça reste un peu plus compliqué, quoi. Vous perdez beaucoup de choses. Et qu'est-ce que j'aimerais vraiment que dans GTA, on puisse avoir des doublages français. Ils l'ont fait pour Final Fantasy XV et c'est génial. Pour ceux qui ont joué à Final Fantasy XV, je parle pas on laisse de côté la dimension critique du jeu, mais le doublage est génial et ça a un apport considérable. J'étais bien content de me balader en voiture et d'avoir des doublages français sans avoir à me taper les sous-titres. The Witcher, c'est pareil. The Witcher 3, monumental. Ce qu'ils ont fait en termes de doublage et la quantité de choses qui a été traduite. Mais qu'est-ce que j'aimerais qu'ils le fassent pour des GTA, qu'on puisse avoir le choix pour ceux qui veulent garder la version originale, bien sûr. Mais pour les autres qui veulent profiter de tout ce qui se passe quand ils conduisent leur voiture, là, ça a une valeur ajoutée. Oui. Surtout que GTA est quand même une licence assez phare et une des meilleures ventes de jeux vidéo de tous les temps, on va dire. Donc, c'est vrai que super maître. C'est vrai que c'est plutôt étonnant qu'il n'ait pas proposé sur GTA V. Après, c'est vrai que la quantité de travail est quand même, je pense, assez monstrueuse. Pas plus que pour un RPG.
Peut-être, qui ouais, qui est doublé. Hein. peut-être pas Et Witcher plus, 3 ouais. est, à mon avis, beaucoup plus important en termes de texte et de traduction. Je sais pas, j'en sais rien, mais Je sais pas j'ai trop. l'impression que c'est plus important que GTA. J'aurais tendance à penser la même chose, ou en tout cas on jouerait dans les mêmes eaux. Donc après c'est plus voilà une politique interne de est-ce qu'on a envie de prendre le temps, le budget, est-ce que ça vaut le coup, est-ce qu'on considère parce que enfin quoi que je sais pas pour le dernier Final Fantasy quel niveau de PEGI il a par exemple, mais si on prend un jeu Rockstar, ils savent qu'ils sont PEGI 18, que de toute façon ils vont toucher un marché jeunes adultes, outre ceux qui ne respectent pas, mais ça, voilà, c'est un autre débat sur lequel on pourra enchaîner. Mais voilà, ce sont des gens qui, de base, ils vont partir du principe que bah, l'anglais, ils connaissent, donc ouais, finalement, c'est moins grave que le jeu ne soit pas traduit. Il y a peut-être un peu de ça. Maintenant, voilà, Peut-être. je sais pas. Ouais, Mais quand même, enfin, GTA, c'est quand on regarde les chiffres de vente, on devine très facilement que c'est pas des experts, des anglophiles, en tout cas en Europe, ceux qui parlent pas anglais, qui l'achètent oui, en masse. c'est vrai. C'est vrai, mais je suis d'accord que clairement, laisser le choix est pour moi la meilleure solution. Sur, Ouais. surtout quand alors, dans le cas où les doublages ne sont pas faits, bon, ça, voilà, c'est vrai que du coup, ça demande un investissement initial, mais qui, je pense, ils pourraient rentrer dans leurs frais. Tout le moins dans les gros titres. Après, il y a la situation inverse aussi, des jeux qui disent bon bah on a mis une traduction locale, bah, on retire les versions d'origine. Ah ouais. Ça c'est un autre problème. Mais ce qu'on trouve par contre, ouais, en ce moment, c'est bah, on vous a mis la version locale, mais si vous voulez récupérer les versions originales, bah, vous pouvez les récupérer en DLC. C'est une politique assez marrante. Ah, si c'est gratuit, Oui, très bien. oui, souvent c'est le cas. Pourquoi pas, C'est ce qui se fait mais dernièrement, ouais. alors si ça devient payant, je crois pas que ça existe d'ailleurs. Non, 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 payant, non. je Généralement, pense c'est pas, gratuit. mais, Hein. En général, c'est gratuit, mais ils le sur mettent pas. sur du gratuit, ouais. Ouais. Ils le mettent pas peut-être pour de. Enfin non, j'allais dire pour des raisons de placement. Je doute que ce soit vraiment ça le problème. Mais oui, ils ont Pour des raisons d'installation, puisqu'on ne veut possible. pas s'emmerder forcément à installer toutes les langues. C'est Ça peut possible. rester au choix du joueur, tant mieux. Oui, c'est vrai que c'est possible ça. Après, bah, pour répondre, il y a une question justement sur est-ce que l'omniprésence du doublage anglais est pas dommageable dans l'immersion de l'univers? Ben, je pense que tu as bien répondu à la question en disant que bah, dans un jeu où le fait de devoir lire les sous-titres fait qu'on perd le jeu, bah, finalement, là je suis d'accord avec toi, c'est absolument pas dommageable. C'est au contraire, là c'est plutôt l'absence, enfin de l'absence du fait, enfin d'avoir traduit jusqu'au bout qui elle l'est. Euh, Et on peut même ajouter des jeux VR où il est nécessaire de lire des sous-titres. Non, non, Ah, non. non, non, non. non, non, je confirme, non. C'est sûr qu'on peut pas jouer correctement et lire en même temps des sous-titres. En Ça gâche, VR, c'est ça gâche Enfin, si l'expérience, c'est quoi. possible, mais on perd tout. Surtout en VR, en plus, la couche VR fait que tout ce qui est lecture devient encore plus compliqué. C'est un gros travail pour avoir des textes qui soient lisibles, qui s'incrustent bien. Et même si c'est qui lisible, le fassent- cerveau, il n'aime pas. Hein. Il Ah n'aime oui. pas ça. Ah, tout à fait. Pour m'être battu pour essayer de rendre des textes lisibles, c'est même galère pour les développeurs. Euh, mais oui, non, clairement, c'est vrai que là-dessus, je rejoins que, enfin, l'immersion, les doublages, enfin, voir les doublages originaux au niveau de l'immersion, c'est bon à partir du moment où c'est des moments où c'est des jeux ou des œuvres où bah, on peut se poser, on peut profiter de l'intonation et on peut lire les traductions sans être pris par le temps, pris par le stress du jeu, des actions en cours. Sinon, bah, sinon ça marche pas. Ah, question. On a un autre exemple Oui. aussi. C'est, d'ailleurs, ils ont fait des doublages français assez tôt, à ma connaissance, avec plus ou moins de qualité, mais en tout cas, ils l'ont proposé. Et heureusement qu'ils sont là. C'est les Elder Scrolls. Vous faites un Skyrim tout sous-titré. Je suis
pas sûr qu'il aurait eu, qu'il était aussi accessible à tous. Et je suis bien content alors même si parfois on peut reprocher à Skyrim d'entendre les mêmes voix à plusieurs reprises avec différents PNG, ça c'est une autre chose, mais ça existe, les voix françaises sont là, et pour ceux qui ont eu la chance de jouer à Skyrim en VR, je suis bien content que ce soit en français. J'ai pas eu l'occasion de tester. Et justement, du coup, la VR, ça apporte vraiment beaucoup au niveau de À Skyrim, l'immersion. alors, il faut savoir que pour l'instant, Skyrim, à ma connaissance, n'a été adapté que sur PS4 et PS4 Pro avec donc le casque PSVR, même si évidemment il arrivera à un moment ou à un autre sur PC. Hein. Pour les PC libres, rassurez-vous, ça va venir. Euh, alors, graphiquement, sur PSVR, alors moi je suis sur PS4 Pro, graphiquement, faut absolument pas s'attendre à quelque chose de merveilleux, hein. C'est même moche, je préfère le dire. Quand j'ai commencé à jouer la première fois, j'ai même eu un peu peur parce que je me suis dit, oula, profondeur de champ, c'est nul, aliasing à mort, et pourtant, c'est génial. Vous allez dire, je suis en train de me contredire, parce que graphiquement, on perd, mais vous imaginez même pas, mais l'immersion est telle, d'être dans Skyrim, etc., qu'en fait, on s'en fout, au bout d'un moment, on oublie. Et l'immersion gagne sur les graphiques. C'est un peu ce voilà. qu'on a toujours rêvé de toute façon, hein, d'être dans le jeu. Hein. Voilà. Et surtout un jeu Mais en comme tout cas, pour ceux Skyrim. qui testeront. Alors oui, mais Skyrim, c'est hallucinant des RPG comme ça, mais juste pour prévenir ceux qui testeront peut-être Skyrim en VR pour la première fois, qu'ils ne jugent pas durant la première demi-heure. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeux VR comme ça, où parfois on peut avoir une déception au niveau des graphismes. Attendez d'avoir dépassé une demi-heure pour vous faire votre avis. Parce que au départ, il peut y avoir, ça a été mon cas, il peut y avoir une petite déception graphique, mais qui est mis très vite à la trappe une fois qu'on y joue. Surtout pour un jeu comme Skyrim où avant d'avoir la version VR, tout le monde a connu la version classique. Surtout ceux qui ont rejoué sur PC, qui ont connu les versions classiques HD avec tous les packs de rustin, de texture 4K et de tout ce qui est possible. Donc en effet, c'est la première fois qu'on rentre, la VR c'est très gourmand, c'est très coûteux. Et le casque Sony, alors c'est malheureusement le seul que j'ai pas eu l'occasion de tester. Mais sur le papier de mémoire, l'écran il est un tout petit cran en dessous des deux autres. Enfin des C'est autres. du 1080 OLED. 1080 OLED, ouais, non, donc C'est pas du. Enfin voilà, c'est pas. on est On peut pas le comparer par exemple à un Vive. Voilà. Donc du coup forcément ça peut se ressentir, mais voilà, tu l'as dit, c'est de toute façon l'immersion est telle que finalement on finit par l'oublier, cette perte de graphisme. Et quelque part, enfin c'est un peu vrai aussi dans tous les jeux, on retourne dans l'éternel débat de graphisme super HD, qualité de luxe contre un jeu peut-être plus intimiste, plus minimaliste, mais avec un gameplay qui va changer ou qui va apporter quelque chose, ou une immersion différente, et avec les gens qui vont peut-être beaucoup plus s'éclater sur des jeux justement plus minimalistes. C'est avec en particulier tout le renouveau des jeux indés ou le retour des jeux en pixel art et mais voilà où on va chercher à apporter autre chose. Et finalement Mais finalement, la vraie question à se poser, c'est quand on recherche de beaux graphismes, qu'est-ce qu'on recherche? Puisque des beaux graphismes, pour des beaux graphismes, j'ai envie de dire, je sais pas, je prends l'exemple de Crysis 3, par exemple, qui est magnifique, hein. Mais voilà, qu'est-ce qu'on recherche finalement si c'est pas l'immersion? Enfin, je pose la question à vous deux, mais moi je sais que moi ce que j'attends de graphisme, c'est ce qui va être suffisant pour m'immerger dans l'univers, et ça peut être des graphismes en pixels, ça peut être, enfin qu'importe. Donc si d'un côté j'ai une perte graphique, mais qu'en même temps l'immersion dépasse largement tout ce que j'aurais sur des graphismes super léchés, etc., bah moi je choisis l'immersion, puisque finalement quand je demande des beaux graphismes, c'est l'immersion que je recherche. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais qu'est-ce qu'on recherche finalement? C'est une question, ça peut être un débat. Quand on veut des beaux graphismes, qu'est-ce qu'on recherche si ce n'est pas l'immersion?
Là-dessus, je te rejoins. Je joue énormément de jeux. Pour moi, enfin, je suis un grand amateur de vraiment de RPG. Du coup, ce que je vais chercher, bah, ça va être un jeu qui va me raconter une histoire, qui va me mettre voilà, dans un monde qui va m'accrocher, quelque chose où, voilà, où je vais prendre vraiment un plaisir à voir tous les éléments se lier entre eux, voir qu'est-ce qu'ils veulent raconter, comment ils y arrivent. Donc finalement, voilà, les graphismes, ben, c'est quelque chose qui arrive un cran en dessous au niveau de ma liste voilà, de points importants. Enfin voilà, n'oublions pas que voilà, c'est un jeu. L'objectif du jeu, bah, c'est de nous apporter voilà, de l'amusement. Ou bah, voilà, les graphismes, c'est une composante, mais c'en est juste une. Euh, ça peut, un peu comme tu dirais la blague, enfin, la petite phrase, c'est ouais, ouais, l'IRL, hein, ouais, un jour je suis sorti dehors, les graphismes, c'était super, c'était terrible, bon, le gameplay c'était pas top. C'est voilà, est-ce qu'un jeu vidéo, c'est ce qu'on lui demande. Après, pour un jeu qui se voudrait contemplatif, où là on aurait des graphismes de malade et qui raconterait quelque chose de manière très contemplative, oui, mais justement, c'est ce que c'est ce que le jeu va vouloir apporter. Après, vouloir mettre du graphisme à tout prix au détriment du reste, par contre, je suis plutôt contre. Moi, c'est pareil. Je suis plutôt contre. Tout que c'est pas vraiment quelque chose que j'ai recherché dans les jeux vidéo au final. Avoir quelque chose de très très beau, ça m'intéresse pas tant que ça en fait. C'est vrai que c'est intéressant, hein, mais d'après moi, c'est quand même secondaire au plaisir de jouer. C'est-à-dire que d'abord, voilà, est-ce que je m'amuse dans le jeu ou est-ce que le jeu est intéressant et raconte quelque chose d'intéressant? Est-ce qu'il me donne des émotions? Mais tout ça, c'est pas lié uniquement au graphisme. C'est sûr qu'il en passe une partie par les graphismes, mais pas uniquement. Donc voilà, des jeux qui sont uniquement beaux et avec rien derrière, ça n'a rien d'intéressant. D'ailleurs, la course à la puissance que ce soit Sony ou Microsoft, euh, d'après moi, enfin, c'est un peu dommage quand même de se concentrer sur leur dernière console sortie là, se concentrer vraiment sur les aspects de puissance de la console. Et voilà, nous on s'est affiché des textures, etc., du 4K, tout ça. Est-ce que vraiment c'est si important que ça, la puissance de sa console? Est-ce qu'on a besoin de tout ça pour s'amuser? Moi, je suis pas sûr. La réponse, en fait, on peut la trouver du côté de Nintendo qui va dire, bah moi, nous, on a décidé de notre côté, bah la puissance, on s'en moque un peu plus et Je suis on d'accord. va essayer de sortir autre chose. Alors après, on apprécie ou pas. On pourra dire ce qu'on veut, mais lorsque la Wii est sortie, bon, la Wii qui, à mon sens, était de toute façon une GameCube overclockée, et techniquement c'est le cas. En disant ça, ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas critiquer la console, c'est un fait. Bon, Tout comme la Wii U avait quasiment une génération de retard quand elle est voilà, sortie. Tout à tout, fait. voilà, une génération de retard, mais là je parle vraiment sur le plan technique. La Wii, devant le flop entre guillemets de la GameCube, Nintendo, ils ont dit ouais, on avait des idées, on voulait en faire quelque chose, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bon bah on va faire un truc très vite. Ils ont vraiment repris l'architecture de la Wii, enfin de la GameCube en interne. Ils ont overclocké, ils ont changé de manière à ce que ça coûte un peu moins cher et ils ont rajouté un peu plus de mémoire, mais techniquement le processeur, enfin les processeurs, ce sont les mêmes. C'est pour ça que je parle vraiment d'overclock dans ce cas-là. Mais c'est vrai que bah, la Wii, ça piquait quand même les yeux parce que ils sont arrivés avec du SD à un moment où bah, on arrivait sur des écrans plats et là, ça a été dur. La Wii U, ça allait mieux parce que bah, c'était une console qui était prévue quand même pour afficher sur des écrans avec des prises HDMI que faisait déjà pas la Wii. N'oublions pas. La C'est Wii, vrai. la Wii était encore avec son bon vieux câble S-Vidéo et si on voulait, avec un peu de chance, on arrivait à trouver un câble composite qui Ah, traînait. Spiritel. Voilà. Et avec un peu de chance, on trouvait du câble Juve dans une boutique qui en avait en stock et il fallait s'accrocher. On gagnait un tout petit peu, mais alors vraiment un petit peu. Ah bah ça c'est amusant parce que je pense qu'on peut le dire pour toutes les consoles comme la PlayStation 2 par Hmm. exemple. On se battait pour avoir ces câbles-là, hein. Oh oui.
même chose. Mais à la rigueur, la PlayStation 2, c'était encore d'actualité par rapport à son époque. La Wii, ça l'était plus. Voilà, le problème, il était là. Mais oui, je suis là. Enfin, clairement, le nombre de jeux que j'ai redécouvert, sublimé rien qu'en changeant ces câbles-là à l'époque de ma cathodique. Bon, le passage sur les écrans plats était beaucoup, beaucoup moins glorieux. Mais oui, clairement, c'est cette guerre de la puissance et de la qualité graphique versus on essaie de proposer autre chose. Bah, voilà, c'est ce que Microsoft. Et on a pu voir qu'il y a toujours eu un marché pour les jeux Nintendo. Même s'ils ont une génération de retard, et là, ils arrivent avec des choses différentes et ils ont toujours leur public. Ils ont même plus que leur public. C'est que oui, les gens ne demandent pas que du graphisme super, super photoréaliste. Et heureusement. La Switch là-dessus, comme chacun le sait maintenant, a été une surprise incroyable, puisqu'on ne l'attendait pas vraiment. Même quand elle a été annoncée, c'était assez. Les journalistes, même les gens autour étaient assez sceptiques, puisqu'il y avait aussi en arrière-fond la Wii U, qui n'a pas forcément laissé un bon souvenir, pas parce que la console n'était pas bien. Alors, je n'ai jamais joué, j'ai pas de Wii U, mais parce qu'elle est sortie à un moment pas top, qu'elle a très mal présenté son concept. Ouais, surtout, je crois que c'est surtout les éditeurs tiers l'ont boudé, et qu'ils ont, malgré des bons titres dessus, ça restait quand même. Elle a surtout fonctionné à la fin, en fait, pour sa rétrocompatibilité, entre autres, et des jeux qui ont été réadaptés. Mais voilà. Mais la Switch, pourquoi elle ajoute quelque chose en plus alors qu'elle n'est pas dans la puissance? Parce que Nintendo a travaillé à fond du côté de l'ergonomie. C'est-à-dire, je sais pas si je crois que vous avez des Switch tous les deux, vous avez déjà joué un peu avec. J'en ai une. D'un point de vue ergonomie, j'ai été bluffé. Là, on parle pas de puissance, c'est-à-dire on parle de ce qu'on en fait, son usage. Ça marche, c'est d'une simplicité enfantine, on en fait ce qu'on veut. L'écran, lorsqu'on joue en portable, est démentiel. À chaque fois, je dis, mais comment ont-ils fait ça? C'est l'équivalent, alors pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu graphiquement, ce serait l'équivalent d'une PS3 Xbox 360 boostée. Voilà, pour aller très très vite, à peu près. Ouais, c'est ça. Un cran au-dessus de la PS3, de la 360, mais attendez-vous à peu près à ça. Ne vous attendez pas à une Xbox One ou à une PS4, pas du tout. Mais ça tourne du tonnerre. Du tonnerre. Alors, pour rebondir, en effet, si c'était passé en plus avec la Wii U, c'est que la Wii U, ils ont énormément de mal à le vendre, mais même à l'expliquer, je me souviendrai toujours que mais la communication était désastreuse. Avant même de pouvoir communiquer sur la Wii U, ils ont fait une pré-conférence pour expliquer le concept du jeu asynchrone, parce qu'ils savaient que leur conférence, personne n'allait rien piger. Ils étaient obligés de faire Voilà. Je me rappelle de cette conférence, et je me rappelle très bien les journalistes à la sortie. Il y avait eu un débat où certains journalistes avaient cru que la Wii U, en fait, c'était une extension de la Wii. C'était juste la mablette. Beaucoup n'avaient pas compris que c'était une nouvelle console. Ils ne savaient pas ça. Tout à fait. C'était catastrophique. Et c'était la même chose après dans la tête des vendeurs et dans la tête des clients. C'est le fait d'avoir gardé le même nom en plus, je pense que c'était une erreur, parce que justement, après renseignement, les vendeurs savaient pas ce qu'ils vendaient. Du coup, les acheteurs savaient pas s'ils achetaient et tout le monde était littéralement perdu. Et là, sinon, on pouvait revenir sur la Switch, c'est pour ça ils ont complètement reparti sur un nouveau concept. Et là aussi, où je pense qu'ils ont été bons, c'est dans le fait de dire, ok, les gens sont de plus en plus nomades. On a nos consoles, nos portables, les DS et toute la gamme qui se vendent parce que les gens, les gens étant beaucoup en circulation, ça leur permet de jouer n'importe où. Les consoles de salon, oui, les gens continuent à jouer, mais ils ont moins de temps à consacrer. Et ils aimeraient bien pouvoir consacrer plus de temps en nomade. Voilà, en même temps. Exactement. Et après, il y a une troisième catégorie qui est un peu hors concours. C'est les gens jouent de plus en plus sur leur smartphone. Mais ça, voilà, c'est à part. Du coup, le fait d'avoir proposé une console où ils se sont dit, ok, vous prenez votre jeu, vous êtes dans votre salon, vous jouez, et puis vous allez partir, vous
passer en mode je vais continuer à jouer dans le train, je vais continuer à jouer là, peu importe là où je suis. Ben voilà, c'est ce que beaucoup ont C'était attendu. dingue. C'est voilà, c'est là ils ont fait un bingo en disant bah voilà, les gens ils voulaient ça. Parce que Sony a petit peu tenté avec le crossplay cross-buy entre la Vita et la PS3, PS4, mais bon alors déjà c'était La le jeu. PS Vita, qui était une excellente console, Qui hein, était d'un point de vue excellente, technique. Hein. qui était Tout à très fait. très, C'était, très bonne console. techniquement, elle était en avance sur son temps. Et elle n'a pas marché. Hein. Ça a été Elle a presque un bide. Mais elle est bluffante aussi comme console. Moi, ça fait partie de mes consoles fétiches. Je continue encore à avoir une pile de jeux à finir dessus. Mais en fait, elle a été très mal vendue. Elle a été beaucoup boudée et malheureusement, Et très sous-estimée. voilà. Les gens aujourd'hui qui découvrent la PS Vita, ils se disent mais vache, c'est sorti quand déjà ça? Et parce que je prenais exemple sur la Switch, je disais que c'était une PS3 améliorée, bah la Vita c'est quasiment une PS3. Donc sauf que la Vita est sortie presque 10 ans avant la Switch. Ouais. Donc Ah, là ouais. vous voyez que techniquement, À l'époque, c'était quelque chose d'extraordinaire, quoi. c'était incroyable. Et, ouais. Et donc oui, du coup, Sony avait tenté le coup des différents modes de cross, même le remote play avec la Vita. Le fait de pouvoir se connecter lorsqu'on avait une Vita 3G qui a très vite été abandonnée aussi. Ouais. Mais avec une Vita 3G, on pouvait se connecter à sa PS3 qui était chez soi et faire du jeu streamé sur sa console depuis. Oula. Bon, alors, il fallait avoir, Alors là, il fallait avoir en la termes de raison de perf, fou furieux. Mais Le Wi-Fi je marche l'ai- aussi, hein. Si tu es près de ta console, si tu veux jouer au lit, ça marche. Oui, En Wi-Fi. oui, c'est ça. Mais voilà, enfin, Sony avait tenté de faire le coup. Ça a plus ou moins marché parce que voilà, le streaming, on peut littéralement oublier, surtout chez nous. Dans des pays où, comme le Japon, où tout le monde est fibré, ou presque, et où ils ont des réseaux 3G, 4G qui tiennent la route, à la rigueur, ça pouvait se tenter. On sort de Japon, on sort des grandes villes japonaises, on peut se reposer la question. Et enfin, en France, voilà, on m'a fait une démo, j'ai vu que ça fonctionnait, c'était rigolo, mais c'était pas jouable. Après, il y avait le crossplay où tu partais le principe, tu acheté ton jeu sur une console, tu l'as acheté sur l'autre, bah, ta sauvegarde était compatible. Là, c'est un peu cette idée de la Switch, mais tu étais obligé d'avoir deux fois le jeu, deux fois, et puis les deux consoles. Et c'est là où ils ont réussi. C'est du coup, bah, tu as tout regroupé en une. Tu te poses pas la question. Tu te poses pas non plus la question de dire ah, faut que je transfère ma sauvegarde, sinon bah, j'ai oublié. Et voilà, ils ont compris. Enfin, je pense ils ont trouvé un filon, un concept où bah, ils avaient vraiment un public qui a été tout de suite conquis par ça. Oui, et puis après, il y a la puissance de Nintendo derrière. Quand Nintendo te dit, bon, je vais sortir un Zelda, 6 mois après, je vais sortir un Mario, et l'année d'après, je vais sortir un Pokémon, tu peux te Oui. dire que le public va adhérer. Surtout la claque qu'a été Zelda à la sortie, qui était fabuleux, vraiment fabuleux. Enfin, je pense que ça a grandement participé aux excellentes ventes de la console, quoi. Ah bah une console ne peut pas marcher si elle n'a pas dès sa sortie des jeux clés. Oui. Bien Ça sûr. c'est évident. Et c'est pour ça que certaines consoles sont mortes d'ailleurs, hein, parce qu'elles n'avaient pas assez de variété de jeux, etc. Et c'est pour ça que la Switch d'ailleurs, c'est le président de Nintendo qui dit que la deuxième année est décisive, parce que s'ils louent leur deuxième année, s'ils font la même erreur que la Wii U, c'est-à-dire s'ils proposent pas encore des titres, etc. Là, ça risque de pas fonctionner. Mais on peut dire qu'il n'y aura pas trop de problèmes, puisque vu les ventes, beaucoup d'éditeurs, de développeurs vont s'y mettre. Et normalement, il devrait y avoir pas mal de jeux à partir de maintenant. Mais pour Zelda, il y a quand même une exception. C'est que à l'origine, Zelda était prévu pour la Wii U. Je me rappelle, je crois que c'était même avant la sortie de la Wii U, lorsque la Wii U était annoncée, ils avaient déjà annoncé Zelda, justement. Ils n'avaient peut-être pas encore présenté le jeu, mais ils avaient annoncé qu'un Zelda allait sortir sur Wii U. Et ce qui a dû se passer, d'après ce qu'on sait, c'est que lorsque la Wii U n'a pas fonctionné et qu'ils ont commencé à aller sur le concept de la Switch, ils ont volontairement demandé que le développement soit continu pour la sortie de la Switch, ce qui fait que Zelda a eu un temps de développement beaucoup plus long, et on a le résultat qu'on connaît, c'est qu'on a un jeu peaufiné à fond, réfléchi au niveau de game design à fond,
Je pense que ça va. Si on a eu des jeux comme Zelda, même le Mario Odyssey, j'ai pas eu le temps de jouer, mais d'après ce que j'ai entendu, au niveau de game design, il est très 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 bien foutu aussi. C'est ce C'est que j'ai parce qu'ils entendu ont eu, aussi. et on en revient à la célèbre question du jeu vidéo, justement, beaucoup de titres sont pourris à cause de ça. Ils ont eu du temps. Et pour le coup du Zelda, faut savoir que c'était pas leur coup d'essai de retarder un jeu volontairement, puisque le Twilight Princess avait subi la même chose C'était la même entre la chose, version ouais. GameCube et la version Wii. Mm. Ils avaient même Et fait, ce sont de très bonnes décisions. ouais, ils avaient même fait pire, hein, parce que non seulement il avait retardé, je me souviens que j'avais testé à l'époque Twilight Princess, lorsqu'à l'époque où il avait été annoncé sur GameCube et que lorsqu'ils ont annoncé la sortie de la Wii, et que ça retardait le jeu, j'avais été dégoûté. Ah, c'est bon, je vais devoir attendre un an de plus pour pouvoir y jouer vraiment. Ils avaient même fait pire parce que du coup, comme le jeu était passé sur Wii, ils étaient bon, bah maintenant le joueur il va jouer. Bah, du coup, il faudrait que Lynx il soit droitier. Donc ils ont Ouais. inversé tout le monde. Ils ont fait un miroir du monde. Et du coup, les gens qui jouent au jeu sur GameCube version originale, entre guillemets, lorsqu'ils achètent le guide, il y a marqué en petit dans un coin. En fait, si vous jouez sur GameCube, bah, vous prenez tous les plans, vous les inversez. Vous. C'est à l'envers. Voilà, c'est à l'envers. Ça, c'était la petite anecdote. Mais Justement, puisqu'on parle du développement des jeux, ça peut être intéressant aussi euh, dans la continuation et la transition de notre discussion. oui. Euh, c'est sur l'un des fléaux du jeu vidéo actuellement, sur les fameux développements, les temps de développement entre les AAA notamment, les jeux indépendants qui ont des contraintes et aussi des libertés que les AAA n'ont pas. Il y a, alors, pour préciser le débat, on pense notamment à quelque chose qui est apparemment en train de se terminer et ouf, c'est les licences qui sortent tous les ans. Où là, on en arrive, je crois, à la fin, puisqu'on voit qu'à force de tirer sur la corde, ça commence à se retourner contre les fameuses licences. Alors, je pense à Call of Duty, je pense à Assassin's Creed, pas le dernier. Justement, Je crois pas le dernier, enfin justement. commencer à retenir la leçon. Justement, ils ont Le fait dernier exprès. était d'ailleurs meilleur que les deux Ouais. précédents. Mais je crois qu'il y a cette dimension temporelle dans le jeu vidéo qui est essentielle et qu'on a vu dans Zelda, la maturation d'un game design, le fait que les indépendants généralement quand ils font un jeu, c'est pas parce qu'ils ont des actionnaires derrière, non, s'ils sont des indépendants, ils n'ont pas d'actionnaires derrière, mais c'est parce qu'ils ont des idées. On parlait graphisme tout à l'heure. Et pour cela, on a besoin de temps, justement, et on commence à voir justement la différence entre des jeux qui ont un développement court et un développement beaucoup plus long. Alors, je peux en parler très bien parce que j'ai pas été indépendant, enfin, à part avant d'être niveau professionnel, mais j'ai toujours été dans des sociétés qui, on va mettre enfin, à des niveaux un peu intermédiaires dans le terme de type de produit sorti. C'est-à-dire que, ben, enfin, j'ai j'ai- j'ai été aussi dans des trucs un peu plus gros, mais pas à travailler sur des triple A. Par contre, voilà, toutes les problématiques de bah, il faut sortir, ou alors bon, là, sur celui-là, on peut s'accorder plus de temps, bah, c'est des choses que, que j'ai vécues en interne. Et bah, le fait d'avoir la chance comme de pouvoir se dire ça sortira quand ce sera prêt, je prends le temps de peaufiner, euh, c'est le rêve de tout développeur. Et c'est un Euh, luxe. mais c'est un luxe, c'est pire qu'un luxe. Lorsqu'on a un Blizzard qui, lorsqu'on lui demande quand est-ce que le jeu sort et qui répond when it's done, c'est presque devenu un running gag. Nous, lorsqu'on on nous demandait certains jeux quand est-ce qu'il sortira, on le disait en blaguant, en sachant pertinemment que de toute façon, il sortait 2 mois plus tard parce qu'après, bah, sinon, de toute façon, il n'y avait plus les sous pour le payer. Donc, il fallait qu'il sorte. Malheureusement, bah, les dates de sortie, outre les blockbusters, parce que c'est calé, voilà, comme du papier à musique, il faut que ça sorte à telle date pour coller avec Noël, avec la sortie, avec Thanksgiving, avec machin, etc. Tout est précalibré, parce que c'est des grosses machineries marketing. Où là, les problématiques sont vraiment que bah, ils sortent un tous les ans en mode on y va, on sert à mort, et puis bah, tant que ça passe, ça passe. Il y a Jusqu'au ensuite, moment où on a bousillé la licence. voilà, voire même on a fini par abuser aussi des styles de jeu. Je prends l'exemple des Guitar Hero Rock Band où là c'est pas la licence qui a été rincée, mais
c'est le Carrément, principe les même soucis, des jeux à instruments qui a été rincé et d'une année, pouf, on est passé de 10 jeux sortis, enfin 10, je pousse un peu, mais on avait l'édition annuelle plus l'édition de tel groupe, de tel groupe, de tel groupe des deux côtés à bon bah là il n'y a plus rien, puisque de toute façon on n'arrive même plus à les écouler. Euh, voilà, donc ça c'est un fait. Il y a les éditeurs là, et puis après, bah, il y a malheureusement tous ceux qui sont pris par bah, il faut payer les employés, il faut y aller. Donc ben, le jeu, bah, il sort dans l'état dans lequel il est, et même si tout le monde rêverait d'avoir le temps d'aller plus loin, ben, non, il y a la réalité de bah, une boîte, c'est des employés, c'est des frais, et puis arrive un moment, bah, il faut y aller, hein, on n'a pas le choix. Et c'est triste à dire. Les indépendants qui bossent vraiment chez eux, selon leur situation, il y en a quand même pas mal qui ont soit un métier à côté pour aller jusqu'au bout, ils font ça sur leur temps libre jusqu'à atteindre un certain niveau de maturité qui fait que ils peuvent se consacrer à 100%. On a ceux qui ont dégagé des budgets faramineux parce qu'ils ont réussi leur campagne de crowdfunding et donc ils peuvent se permettre d'y aller parce qu'ils ont la communauté qui suivra et que s'ils essaient de demander une rallonge avec justification de on n'a pas profité pour aller se prendre des vacances aux Bahamas, ils peuvent y arriver. Et C'est quand même une pression aussi, c'est une pour ces pression, développeurs-là. voilà, mais il y en a certains qui arrivent. Il y a une autre forme aussi qui apparaît de plus, c'est de plus en plus aussi au niveau des indés, c'est plus ou moins Patreon. On a vu qu'il y a certains qui tentent de passer par là et qui du coup ont leur communauté qui finalement bah, paye le salaire. et qui met une pression aussi, Ça met une du coup, pression, sur le mais jeu, quoi. ça met une pression sur le jeu. Mais là, c'est encore une fois, c'est une question de communication. À partir du moment où le développeur est capable de montrer qu'il passe pas son temps à glander, que ça évolue, que voilà, que ça avance suffisamment, mais qu'il va atteindre un niveau qualitatif suffisant et que la Star communauté, Citizen. ouais, que la communauté est d'accord, que la communauté est prête à continuer à attendre et à suivre. Après, voilà, Star Citizen utilise la notion, bah, on vous sort quand même des versions bêta, vous n'êtes pas sans rien. Mais pour nous, le jeu il n'est pas fini. Là, c'est des situations où bah, c'est la situation rêvée, j'aurais tendance à dire. Mais Ah, malheureusement, Star Citizen est quand même particulier, hein. oui, c'est Donc, vraiment un cas à part. Très parce particulier. que il y a certes une communauté, il y a eu aussi, alors dites-moi si je me trompe, mais je crois que c'est le crowdfunding qui a été parmi celui qui a reçu le plus d'argent, des millions et des millions et des Ouais. millions. Il avait battu les records lorsqu'il il s'est Ouais. fait. Est-ce que le record a été battu aujourd'hui? Je serais incapable de dire, je me souviens pas. plus. Mais la Je pense communauté pas parce que le continue à donner. crowdfunding a baissé quand même, hein. Mm. Mm. Quand les premiers jeux en crowdfunding ont été très visibles et très médiatisés justement parce que ça commençait, Star Citizen en fait partie. Aujourd'hui, ça serait beaucoup plus difficile d'atteindre un tel niveau que Star Citizen, à mon avis, si on faisait un crowdfunding similaire. C'est difficile et d'autant plus que ben, le crowdfunding, faut pas oublier que c'est ce que c'est on parie sur quelque chose sur lequel on n'a aucune certitude. C'est ça. Et au début, c'était l'euphorie. Maintenant, ben, il y a eu beaucoup de projets qui sont vautrés. Il y a eu des cas d'abus total où les mecs, ben, il y a après, qu'il y en ait un qui est lâché, il fait bon, bah, de toute façon, votre jeu, vous pouvez vous asseoir dessus parce que bah, les deux autres, ils se sont barrés avec le pognon, ils ont tout dépensé dans l'alcool et les putes. Voilà. C'est un cas Clairement, avéré. il y a eu des arnaques, il y a Voilà. eu des grosses déceptions. Je pense à Mighty Number 9, Ouais. du créateur de Megaman, qui a été conspué à sa sortie par le public. Du coup, je pense que maintenant, les gens, ils font attention quand même Voilà. au niveau crowdfunding. Ouais, Il y a le cas Shenmue aussi qui inquiète certains ouais, parce que déjà la config était très bizarre parce que c'est un jeu qui a été présenté à l'E3, enfin en tout cas le crowdfunding a été ouvert de mémoire à l'E3 Oui. avec l'aval de Sony, ce qui paraissait bizarre parce qu'on dit bon, si Sony soutient, pourquoi il y a besoin de faire un crowdfunding? Donc déjà il y a eu un petit, voilà, ça paraissait bizarre. C'était un crowdfunding marketing. Et voilà, donc on se dit, mais enfin, voilà. Et ensuite, le crowdfunding a obtenu le nécessaire pour que ça puisse exister, mais je ne crois pas que ça a été. Ils espéraient plus. Et enfin, les premières images qu'on a de Shenmue 3 sont pas forcément C'est compliqué, rassurantes. ouais. Voilà, il y a pas mal d'inquiétudes sur ce projet-là, et je ne crois pas que ça va forcément contribuer à la confiance des gens qui veulent
aider ce type de développement, puisque là, pour le coup, c'est quand même une pointure, le gars qui fait chez vous. Euh, bon, on verra, je me trompe peut-être, hein, peut-être que Bah, ce sera génial. Mais le cas Shenmue pour moi est vraiment à part, c'est que c'est clairement un crowdfunding purement marketing. C'était justement pour surfer sur la vague des crowdfunding. Ils ont aussi, à mon avis, vu ça pour essayer de prendre la température, de voir approximativement qu'est-ce qu'on arriverait à faire comme vente, Ouais, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ce projet. je pense aussi. Je Euh, pense qu'ils ont voulu tester pour voir, ok, est-ce qu'on a une bonne commu pour être sûr qu'on va vendre quelques jeux? Et à partir de ça, je pense qu'ils ont adapté les moyens qu'ils ont mis dans le jeu en fonction du nombre de personnes en fait qui a participé quoi. C'est possible, mais enfin clairement si on doit citer un exemple de crowdfunding et de jeu, voilà, de projet crowdfunding réalisé qui arrivait quelque part, c'est vraiment pas un exemple à suivre, ne serait-ce que parce que le crowdfunding n'était qu'une petite partie finalement du projet Mm. et pour moi celui-là il a été 100% à but médiatique et market. Mais pour revenir à cette histoire de développement de jeu, il y a parfois des choses assez violentes entre le game designer, le développeur qui se bat contre les producteurs, contre le studio. Je prends un exemple moi, qui m'a traumatisé, comme beaucoup d'autres joueurs fans de Metal Gear, c'est ce qui s'est passé avec Konami et Kojima, pour ceux qui ont suivi un petit peu l'affaire. Même si ça reste assez opaque ce qui s'est passé, on a quand même des éléments et c'est pas très jojo. Alors je sais pas, quelqu'un peut peut-être expliquer ce qui s'est passé ou j'explique comme vous voulez, pour ceux qui sont pas au courant. En gros, ce qui se passe, c'est que sur le marché japonais, et c'est d'ailleurs pour ça que Nintendo a une intuition assez, enfin une intuition, même pas une intuition, ça relève de l'évidence. On a eu ces dernières années, c'est pour ça qu'on a été un peu pauvre en jeux vidéo japonais. Il y a une sorte de perte, mais là il y a un retour, hein, et heureusement, notamment grâce à Nintendo, avec les jeux mobiles. Il y a eu la téléphonie qui est bien plus implantée, enfin le jeu sur téléphone qui est beaucoup plus implanté au Japon qu'en Europe. Alors, en Europe ça existe, hein, bien sûr, mais on n'a pas idée en fait au Japon. Le mobile, les smartphones ont complètement, niveau jeux vidéo, ont complètement tout cassé. Juste pour préciser, au Japon, c'est tout le monde vraiment joue sur son mobile. C'est-à-dire que c'est pas les jeunes ados, c'est pas les jeunes adultes, c'est non, une mère de 40 ans, ça va être même un grand-père j'ai pu voir jouer sur son mobile dans le train. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des pubs à la télé sur les chaînes pour des jeux mobiles Mm. avec des vrais Mais, acteurs. je regarde peu la télé, hein, comme vous le savez, et comme nous tous, je suppose, mais on voit hein, parfois à la télé, alors pas forcément sur des chaînes comme TF1, mais quand j'étudie un petit peu les plages de pub, il m'arrive de temps en temps de tomber, ça existe, hein, même sur TF1, sur Oui, des gros C'est vrai jeux, qu'on t'as voit des des pubs pubs pour mais World of Clash, France. oui, Clash ouais, Royale. on va trouver voilà, les 3-4 gros blockbusters chez nous, mais avec des pubs souvent en images de synthèse ou en images de Ouais. jeu. Mais là, je parle vraiment pour avoir zappé. J'étais au Japon cet été. Du coup, on prend la télé, on regarde ce qui passe. Voilà, ça fait partie du truc de bon, voyons un peu sur quoi on peut tomber. Et c'est un fait, c'est que j'ai vu une quantité astronomique de pubs pour des jeux mobiles, mais divers et variés. Et vraiment, c'est des jeux avec des acteurs ou voire voilà, des actrices. On va te prendre une femme qui va être dans les 30-40 ans, qu'on va te représenter comme étant la joueuse clé d'un jeu qui est en fait un city builder, que tu te vois le truc, tu ferais pas le rapport de base, mais chez eux, ils considèrent que oui, si, c'est normal, ça fait partie de la cible. C'est Ouais, et ça a pris des proportions telles que voilà. justement beaucoup d'éditeurs de jeux Voilà. vidéo ont entamé une reconversion. Et c'est le cas de Konami. C'est ça. Konami au Oui. départ a donné un feu vert carte blanche à son développeur phare qui est Kojima. Ils lui ont donné déjà un budget pour fabriquer un moteur de jeu qui s'est appelé Fox Engine. Fox Engine, c'est ça, qui est un excellent moteur d'ailleurs, parce qu'il ne fait pas forcément de beau graphisme, mais il est apparemment, de ce que j'ai appris,
en termes de développement, il permet de gagner beaucoup de temps et de faire beaucoup de choses. Donc, ils lui ont donné carte blanche pour faire le Fox Engine, qui a été utilisé dans des jeux de sport comme PES notamment. Et ensuite carte blanche pour faire Metal Gear Ground Zero et Metal Gear Phantom Pain. Puisque forcément, chaque jeu de Kojima se vend très bien. Sauf que, alors que tous ces projets étaient lancés, Konami a entamé justement cette reconversion qu'ils avaient déjà entamée, mais ils se sont dit, bon, pourquoi on se fait chier à donner beaucoup d'argent à un triple A qui coûte, parce qu'un triple A, c'est faramineux. Hein. Un budget d'un triple A, c'est plus cher qu'un film, je crois. Un budget d'un triple A, c'est plusieurs dizaines, voire centaines de millions. Et après, il faut rajouter le marketing. Et souvent, un triple A, le marketing coûte plus que le développement du jeu en lui-même. Ouais. Et donc, ils se sont dit, on peut développer pour 100 fois moins cher un jeu vidéo qui va nous rapporter 100 fois plus sur mobile. Voilà. Donc, vous imaginez, considération économique, donc là ils se sont dit, bon, bah, priorité au mobile, mais le fait est que le jeu de Kojima a été lancé, donc ok, continuons, sauf que Kojima est un perfectionniste, comme beaucoup de développeurs, logique, du style à aller dans les détails, notamment sur des crottes de cheval, pour ceux qui ont joué à Metal Gear, ils comprendront, mais enfin voilà, c'est le genre d'avoir des idées un peu partout. On retrouve ce perfectionnisme aussi dans Zelda d'ailleurs, hein, sur le finage du game design, qu'on retrouve un peu moins dans d'autres jeux américains, et c'est bien dommage. Là, je crois que c'est encore une notion de temps. Et donc, Kojima avait pour projet de proposer 4 grandes zones. Une petite, c'est Ground Zero. 2 grandes zones qu'on connaît tous dans Metal Gear Solid 5, c'est la zone africaine et l'Afghanistan. Mais il y avait une troisième. Une troisième, c'était une île. Alors, je ne sais plus, je crois que c'était une île des Caraïbes, je ne sais plus trop. C'était une île, donc une grande zone, tout aussi grande que les 2 grandes zones qu'on connaît déjà dans Phantom Pain. Et ça devait représenter, en fait, le fameux chapitre disparu de Metal Gear Solid 5 quand c'est sorti. Et donc, en fait, il nous manque, en gros, un tiers du jeu actuellement de Metal Gear Solid 5 en termes de zone, de gameplay, de cinématique, d'histoire, etc. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était qu'au bout d'un moment, Konami a dit, bon, Kojima, tu nous le sors ton jeu parce que y a le budget, etc. et que tu n'es plus trop la priorité. Kojima a dû sans doute répondre que non. Il a dû se battre pour éviter cela. Il a dû utiliser justement son poids parce que mine de rien, au niveau médiatique, comme vous le savez, il est très connu. Par contre, dans Konami, il n'est rien du tout. Hein. Kojima, à l'époque de Konami, c'était un salarié. Un salarié. Pas un cadre sup, etc. C'était un salarié. Donc, faut pas imaginer... donc déjà, vous imaginez... bref. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au bout d'un moment, quand ils ont vu qu'ils n'arriveraient pas à tenir Kojima, ils ont tout verrouillé. Alors, ceux qui ont suivi l'affaire en direct, au départ, moi, j'y croyais pas. J'ai cru que c'était un poisson d'avril. Donc, quelques mois avant l'annonce que Kojima quittait Konami, on commençait à avoir des rumeurs où Kojima n'avait plus le droit de communiquer avec son équipe, était plus ou moins enfermé dans son bureau. Et tout ça, c'est vrai, hein, c'est confirmé. Hein. Mais à l'époque, c'était de la rumeur. Les membres de l'équipe n'avaient plus le droit de communiquer par email, etc., à leur bureau, c'est-à-dire qu'ils avaient l'intranet, mais ils ne pouvaient plus communiquer à l'extérieur. Et une date avait été posée, c'est-à-dire vous terminez le jeu de temps. Kojima pouvait diriger, mais que à distance, pour pas communiquer avec l'équipe. Et c'est pour ça que le jeu Metal Gear Solid 5, quand il est sorti amputé de tout ça pour ces raisons, justement, de cette reconversion de Konami, et Kojima qui est parti avec la plupart de son équipe, et Metal Gear Solid 5 étant le dernier Metal Gear, hein, puisque Metal Gear Survive, pour ceux qui ont vu à quoi ça ressemble, ça compte pas. Hein. C'est pas non. Là, c'est encore une fois, quand on parle de rincer les licences, je crois que celui-là, il a mis la barre très haut. Ouais. Ah non, mais surtout, moi qui m'intéresse notamment à tout ce qui est d'ordre social, management, milieu du travail, ce qui s'est passé à Konami est épouvantable. Complètement. Épouvantable. Humiliation,
euh, quasiment incarcération. Et c'est le cas dans beaucoup d'entreprises et au Japon, malheureusement, parce qu'au Japon, pour ceux qui connaissent un petit peu les conditions, notamment les salaires réels, etc., c'est extrêmement violent le monde du travail. Très, très violent. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de suicides là-bas aussi. Je dis aussi parce qu'on parlait de suicide précédemment dans un autre sujet. Enfin voilà, euh, cette histoire, j'hésite pas à la raconter parce qu'il faut la connaître, pas parce que c'est du jeu vidéo, mais aussi parce que d'un point de vue humain et social, c'est épouvantable. Et je pense qu'aussi avec ce qui se passe actuellement à Quantic Dream, pour ceux qui ont suivi l'affaire, le milieu du jeu vidéo, du développement du AAA, comme on a eu des affaires à Hollywood, etc. Mais là, je ne parle pas que du harcèlement sexuel, mais pour d'autres trucs, du harcèlement tout court, hein. C'est extrêmement violent, parfois, les conditions de travail. Alors, le milieu du jeu vidéo a une particularité, voilà, c'est un milieu où il y a quand même énormément de passionnés et dans certaines boîtes, les gens voilà, au-dessus vont essayer de jouer à mort et c'est un milieu où les dates, en particulier sur les AAA, sont très fixées. Il y a assez peu de marge de manœuvre et donc c'est un milieu où on va demander à beaucoup de gens de donner plus d'énergie pour pouvoir aller jusqu'au bout. Donc c'est un milieu où les heures sup sont assez monnaie courante. Et pas Euh, forcément rémunéré. voilà, après, voilà, c'est tout en fonction des boîtes, en fonction d'eux. Euh, voilà, ça demande énormément d'énergie et des fois ça se passe très bien, des fois il y a une direction qui comprend ce que ça implique et qui va du coup mettre les compensations pour que tout se déroule correctement. Parfois ils peuvent juste pas et parfois ils en ont rien à foutre. Voilà, et c'est clairement ce qu'on peut retrouver. Alors, le cas quantique, j'ai pas d'avis parce que j'ai pas assez de retours. Euh, j'ai pas encore eu tous les retours internes qui m'intéresseraient pour pouvoir me À faire l'heure mon propre avis. actuelle, on peut pas, il y a rien de. Faut se méfier d'ailleurs aussi. J'ai cité le cas Quantic Dream pour dire que Oui, on commençait à avoir comme dans le milieu du cinéma récemment, des gens qui parlaient de plus en plus. c'est ça. Ça ne Euh, veut pas dire que ne fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Quantic Dream, je ne sais rien d'autre que ce qui a été médiatisé, notamment par Le Monde, je crois, et que voilà, après, alors, faut pas, c'était faut pas médiatisé. commencer à Ouais, casser dessus, puisqu'après ça reste une affaire judiciaire, parce que je crois qu'il y a une affaire qui est en cours là. il me Euh, semble, oui. mais c'était juste à titre d'exemple pour dire que il y avait une parole qui se déverrouillait. Ouais. Mais voilà, mais je ne veux pas cracher sur Quantic Voilà. Dream tant qu'on n'a pas quelque chose de plus. Et la seule On n'a chose, pas ouais, avancé. voilà, et la seule chose que je peux confirmer, par contre, c'est oui, il existe de nombreuses boîtes où de toute façon il faut, on vous demandera si vous voulez travailler dans ce milieu, d'être prêt par moment à mettre un coup de boost parce qu'il faut le donner, ce qu'on appelle les crunchs, surtout en fin de projet. Alors il y a des gens qui vont plus ou moins bien le supporter, il y en a qui vont être plus ou moins bien l'accepter, il y en a qui seront pas prêts du tout à les donner, il y en a qui n'auront juste pas l'énergie ou qui seront tellement HS après qu'ils vont avoir Mm. aussi beaucoup de ressentiment et c'est aussi là où il y a des choses qui peuvent lâcher et en fonction aussi de comment ça se passe au sein de l'équipe ou avec la direction, ça peut donner des résultats de clash assez violents. C'est malheureusement c'est un fait, mais ce qui s'est passé dans le cas dans le cas de Konami était quand même bien différent. Je me souviens avoir entendu parler même d'employés qui se sont retrouvés à devoir faire le ménage. On les a complètement Ouais, changé de ça allait poste. jusque-là, quoi. Ah, ça allait vraiment très loin. Parce que Ah ouais. l'objectif c'était vraiment de les dégoûter, que le truc disparaisse. Ils voulaient plus entendre parler. C'est Donc, ça. c'est. Ouais. Ils ont gardé quelques développeurs. Ils ont gardé le moteur de Kojima, le Fox Engine, mais qui appartient légalement à Konami, même si apparemment ils l'ont pas réutilisé pour Metal Gear Survive. D'après les rumeurs, ce serait même pas le même moteur, puisque le jeu serait très moche. Enfin, c'est très mal foutu. Mais ça, c'est autre chose. Mais effectivement, ça a été un coup de balai des employés, les dégoûter, avec en plus, il faut signaler aussi des clauses de contrat
pour leur interdire ensuite de parler et d'expliquer. Si aujourd'hui, on n'a que des brides, on a beaucoup de gens autour de Kojima qui crachent sur Konami parce qu'eux sont au courant, parce qu'ils connaissent Kojima, mais Kojima, lui, il n'a pas le droit. Il a signé, il n'a pas droit, sauf de manière indirecte et très implicite, c'est pour ça qu'il faut décoder, de dire du mal de Konami ou de dire du mal de ce qu'ils font avec Metal Gear. Quand Kojima a lancé une pique, quand on lui a posé la question oui, qu'est-ce que vous pensez de Metal Gear Survive, Kojima a juste dit écoutez, dans Metal Gear, normalement, il n'y a pas de zombies. Il a juste dit ça, hein, pour un truc similaire. Apparemment, apparemment, non, c'est pas apparemment, il a donc été contacté par Konami pour lui dire ton contrat là, t'as beau ne plus appartenir à l'entreprise, tu fais gaffe. Et il a dû revenir plus ou moins sur ses propos, et il a dit récemment que c'était grâce à Konami qu'il est arrivé ça. C'est-à-dire que même s'il a quitté Konami, il est encore. Il a signé des choses, et il peut pas. Voilà. Mais ce qui est très intéressant, c'est que du coup, il faut écouter un peu son entourage et ses proches pour savoir ce qui s'est passé. Et Kojima, qui est malin, n'hésite pas à cacher, parce que lui, il adore les easter eggs, etc. Il n'arrête pas de cacher plein d'indices qui permettent de traduire ce qui s'est passé. Il y en a un qui est génial, c'est dans Metal Gear Ground Zero. Il y a une mission où il faut en fait alors je sais plus ce que c'est alors je sais plus trop la mission, mais on a plein de logos des épisodes de Metal Gear qu'il faut effacer, et à chaque fois qu'on efface il y a des petites répliques, etc., et en fait ça symbolise déjà des problèmes qui commencent à y avoir avec Konami, avec Kojima qui est en train d'effacer sa série et avec son bébé qui est en train de partir en fait. Du coup, après, on est dans la théorie, hein. Mais pour ceux qui connaissent un peu Kojima, ça me semble très crédible qu'il y ait plein de petites choses cachées qui racontent un petit peu, ne serait-ce que la mentalité et l'état d'esprit de ce qui se passait actuellement dans Konami. Et signalons aussi au passage, et ça je crois que ça a été un gros désastre aussi pour beaucoup, PT, la démo de Silent Hill, qui devait être réalisé par Del Toro et Kojima, qui était génial. C'est une petite démo qui a été d'ailleurs pompée ensuite par Resident Evil. Enfin, pompée, tant mieux, puisque vu que Silent Hill s'est pas fait, on a entreaperçu un renouveau de Silent Hill, un renouveau de Konami, et Konami a cassé tout ça pour des raisons purement économiques. Alors que ça aurait été fabuleux. Et puis ils ont même été jusqu'à faire disparaître la démo des stores. On peut plus la télécharger. Ouais. Ils ont été jusqu'à retirer le nom d'Hideo Kojima de la jaquette du jeu qui est sorti. Oui. C'est pas du hasard, parce qu'en fait quand on précommandait le jeu au départ, on avait le packaging avec donc la jaquette et comme Kojima a l'habitude de le faire, parce que bon, Kojima, il aime bien quand même mettre son nom un peu partout, hein, mais bon, ça fait partie du personnage, hein. On avait sur le packaging, quand on précommandait, on voyait Hideo Kojima Game, et puis quelques semaines avant la sortie du jeu, ce Hideo Kojima Game a juste disparu. Donc on voyait bien que c'était une volonté de la part de Konami, puisque le packaging existait déjà, et ils l'ont supprimé. Ce qui est d'autant plus amusant, c'est que, alors je pense pas que c'est fait exprès, mais pour ceux qui jouent à Metal Gear Solid 5, Hideo Kojima Game apparaît partout en fait dans le jeu, à chaque mission avec le générique. Mais ça va super loin, quoi. Ils veulent effacer Hideo Kojima de sa création. Tout à fait. C'est vraiment l'idée de se débarrasser. On veut passer à autre chose. On essaye limite enfin c'est le côté on essaie de réécrire l'histoire, hein, le problème c'est que le jeu il était un peu trop avancé, donc Kojima a quand même pu laisser sa marque autant que possible, mais malheureusement il est sorti par la belle porte quand même. Voilà. Mais malheureusement il est quand même sorti, je me souviens même, je crois qu'il avait gagné un prix, il avait même pas pu être là pour le prendre, il n'y avait pas eu l'histoire. Voilà, Konami lui a interdit de récupérer son prix durant les Game Awards, je sais plus
trop quoi. Oui. Il avait un prix, il a eu une interdiction d'y aller, et le présentateur, qui était un de ses amis d'ailleurs, un de ses proches, donc celui qui présente la cérémonie, a fait quelque chose que Konami s'attendait pas. Il a dit en direct, on peut retrouver la vidéo sur Internet, il a dit en direct qu'il avait appris que Kojima ne pouvait pas se déplacer pour son prix, qu'il n'avait même pas le droit d'en parler. Et donc lui, il l'a fait en disant que... Alors, il a pas dit directement que c'était lamentable, mais il a fait comprendre que c'était lamentable. Et du coup, ils ont invité, je sais plus, la chanteuse, et ils ont fait un gros truc, un gros hommage à Kojima, en cassant bien Konami durant l'événement. Donc non, Konami a interdit Kojima d'aller prendre son prix. Ouais. Comme quoi ça peut aller très loin. Ben, on va voir du coup avec son prochain jeu jusqu'à quel point il réussira à rebondir et combien de temps il mettra aussi à le sortir. Ouais. 2018. Oui, ça, c'est ce qui est annoncé pour le moment. D'après ce qui est dit, le jeu sortira en 2018. Voilà, c'est ce qui est dit pour le moment, mais on verra s'ils Je arrivent pense à que tenir. c'est possible. Bah, Kojima arrête pas de faire des appels de pied en ce moment sur cette date. Ouais, ça serait bien parce que ça veut dire qu'il n'aura pas mis non plus autant de temps que ça à rebondir. Ce serait chouette. Ouais, Bah, il a repris en fait un moteur de jeu de Guerrilla Game. Alors Guerrilla Game, je crois que c'est donc un moteur qui s'appelle Decima et vous le retrouvez dans le jeu qui a été d'ailleurs une sacrée découverte. Je sais pas si vous avez pu y jouer. C'est Horizon Zero Dawn. Oui. Ouais. Donc PlayStation. Qui, bah là, pour le coup, d'un point de vue technique, fait fort. Parce que la PlayStation 4, c'est pas une bête de course comme un gros PC. Mais ils ont fait un open world extrêmement beau, même si on peut reprocher quelques au niveau de l'animation faciale, certains reprochent, mais moi je trouve que c'est tatillon. Et qu'en fait, Kojima s'est associé avec Guerrilla, donc a repris son moteur, et travaille désormais en étroite collaboration. C'est-à-dire que Kojima a pris le moteur, modifie le moteur du jeu avec les connaissances qu'il a et son équipe, renvoie ses connaissances pour que Guerrilla, pour les prochains jeux, peaufinent leur moteur, et ils font ça à leur tour. Et donc, il y a deux équipes différentes, deux studios, mais qui travaillent sur un même moteur, et je pense que c'est un moteur qui, dans les futures années, va être très intéressant, parce qu'on a l'expérience de Guerrilla Games qui a prouvé que ça fait des bons trucs, et l'expérience de Kojima. Vous réunissez les deux, et vous allez sans doute avoir un très beau moteur, et c'est pour ça aussi qu'il a avancé très rapidement. Ouais, c'est. Après, ouais, le côté avancé pas rapidement, il y a aussi, comme tu disais, le fait que c'est un perfectionniste. C'est plus sur ce point-là que Oui. je suis. Voilà. Pour ça, c'est plus sur ce point-là que j'ai des doutes sur le 2018, oui ou non. Bah, mais bon, on verra bien. Voilà, le jeu a du potentiel. On verra le résultat à la sortie. Bah, on dit il a du potentiel, mais on sait pas ce que c'est. Oui, Pour l'instant, c'est pas trop, c'est hein. pas sûr, mais il y a une C'est certaine très ambiance. énigmatique C'est pour très l'instant. énigmatique, mais justement, il a réussi à donner quelque chose au niveau de la tonalité, au niveau du ton. Il y a quelque chose. Oui. C'est surtout ce niveau-là. Après, c'est vrai, le gameplay, on n'a rien vu. Mais bon, voilà, on sait qu'au niveau scénario, il sait raconter des choses, parfois peut-être un peu trop. Voilà, il a tendance à... Des fois, il étire un peu. Il tire un peu, je me souviens, c'est dans le 4, la scène où la première fois on voit le marchand d'armes arriver, c'est près de 10 minutes. Oui, c'est bon, c'est le marchand d'armes, on a compris, et ça dure, et ça dure. Donc il a un peu ce défaut. Voilà. C'est pas du tout le plus long. Tu prends la partie, l'acte 3, lorsqu'il est dans... Alors je crois que c'est un pays qui n'existe pas, ou que c'est pas signalé dans un pays de l'Europe de l'Est. Oui. Enfin, je sais plus ce que c'est, mais quand il rencontre Big Mama, où tu as Big Mama qui fait toutes ses explications, qu'en plus tu ajoutes les scènes cinématiques qui arrivent un peu après la scène de course-poursuite et après le boss, t'en as quasiment pour 2 heures de cinématique sur cette séquence. Oui. Cinématique. Oui, mais le final où il était explicitement indiqué à tous les testeurs qu'il était interdit d'indiquer le temps que durait le final. 1h30, je crois. Un truc comme ça, ouais. Ah, la scène cinématique de fin. Oui, la cinématique de fin, voilà. Il fallait absolument interdiction de communiquer là-dessus. Mais bon, voilà. Après, c'est une fuite à l'époque. Je me rappelle. Bon, j'ai évité de faire le spoiler. Mais, donc, il y avait tous les testeurs en fait qui étaient réunis. Alors, c'est assez fréquent en fait. C'est les développeurs, le studio, qui invitent les testeurs à un endroit dans le monde où en fait ils leur donnent 3-4 jours, enfin le temps nécessaire pour tester le jeu, ce qui est assez malin puisque du coup ils les mettent dans un environnement, du coup ça valorise dans l'esprit
Le testeur qui peut, voilà, c'est une petite technique un petit peu pour booster un peu les notes, en vrai. Et je me rappelle qu'ils avaient à l'époque, un testeur avait pris une photo et donc des blocs de test, puisque ça ressemble un petit peu à des gros open space en fait pour aller vite. Et sur l'un des écrans, on voyait un personnage que je ne vais pas citer pour éviter les spoilers, mais je pense que vous avez deviné. On voyait un personnage qui n'était pas censé revenir à la toute fin, juste au milieu du générique, si vous voyez qui c'est. Et on le voyait donc quelques jours avant la sortie, la photo avait été prise où un testeur était sur cette scène-là. Et on voyait ce fameux personnage qui était de retour. Et ça m'avait fait bien rire d'ailleurs à l'époque. Bon, ça gâchait pas trop, mais comme quoi, ils n'avaient pas réussi. De toute façon, voilà, enfin, c'est les problèmes de leak. On peut pas tout verrouiller, ou alors faut vraiment. Enfin, si on peut, mais c'est d'une complexité extrême. Surtout de nos jours où les jeux, voilà, c'est des centaines de personnes qui travaillent sur le truc, voire même pire, c'est des équipes à travers le monde. Réussir à verrouiller complètement et faire un zéro leak, c'est extrêmement compliqué. C'est la même problématique que sur les séries télé où ils sont obligés de tourner plusieurs fins de saison pour être sûr que on n'ait pas un leak qui sorte, mais à la limite plusieurs pour que les gens ne soient pas sûrs de ce qui va vraiment arriver, quoi. Donc ça va quand même très très loin dans la protection en fait des informations quand même. Mais à côté de ça, oui, avec Game of Thrones, apparemment, les acteurs sont en train d'expliquer qu'ils ont plusieurs scripts pour le dernier épisode, je crois, qui vont tourner. Ouais. Donc mais ils savent pas lequel sera le bon. Donc même s'ils avaient la langue un petit peu trop pendante, ils seraient incapables de dire comment ça se termine. On a eu le cas avec Lost, pour ceux qui se rappellent, tout à fait. sur l'histoire du cercueil, ou sur Internet. Donc dans le cercueil, en fait, il y a une saison où on sait qu'il y a quelqu'un qui est mort dans le cercueil. On sait que c'est un personnage important, on ne sait pas qui. On découvre ça plus tard. Eh bien, tous les acteurs principaux ont été tournés dans le cercueil, un par un, et on retrouve cette vidéo sur Internet, en fait. Je ne sais pas s'il n'y avait pas une campagne marketing autour de ça, où on voyait tous les acteurs dans le cercueil au bout d'un moment. Oui, après ils en ont peut-être joué dessus. Oui, peut-être, ouais. Mais ces notions de protection de leak, dans le milieu des séries et du cinéma, on peut en retrouver même assez loin. Alors, il me semblait avoir lu même que c'est peut-être pour le cas du Retour du Jedi, pour pas filtrer le fait qu'ils bossaient sur le film, ils avaient annoncé un faux tournage d'un faux film, et ils avaient poussé le vice jusqu'à sortir les goodies du faux film pour dire regardez, on est en train de travailler là-dessus, alors que c'était pas du tout le cas. Donc ouais, ça va très loin. Là, voilà, ça va loin. Et Après, il est plus facile de cacher des choses dans le jeu vidéo. Kojima encore, Metal Gear Solid 2, ce qu'il a fait a été assez considérable, même si beaucoup de joueurs ont détesté ça. Moi, j'ai trouvé ça génial. D'avoir, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est il y a très longtemps. Donc, on est sur des trailers qui datent des années 2000. Enfin, quand je dis 2000 tout court, hein, parce que le jeu est sorti en 2001, je crois. Si, il est sorti en 2001, ouais. Juste après le World Trade, l'attentat du World Trade Center. Et donc, Kojima a même dû virer un segment du jeu à cause de ça. Eh bien, à l'origine, les trailers présentaient Solid Snake comme le héros principal. Raiden, sauf quelques toutes petites références, n'existait pas. Et dans le jeu, c'est très facile à faire. Vous reprenez tout simplement le skin de Solid Snake que vous mettez sur des animations de Raiden et vous donnez l'impression en fait aux joueurs qui découvrent le trailer qu'il n'y a que Solid Snake. Et quand vous jouez au jeu après avoir regardé tous ces trailers et que Snake, en gros, c'est pas trop un spoiler, hein, puisque c'est 2 premières heures, que Snake en gros disparaît au bout de 2 heures et que là vous vous retrouvez avec Raiden. Alors au départ, je me rappelle la première fois, vous vous dites bon, ouais, c'est genre vous allez jouer un petit peu avec lui. Non, vous allez jouer tout le temps avec lui maintenant. Et c'était génial. Et beaucoup ont détesté Raiden à cause de ça d'ailleurs, mais c'est aussi la patte de Kojima, c'est que Kojima estime, et c'est le cas avec le jeu actuel, que le jeu commence dans la communication durant le développement. Oui. Et je trouve ça génial parce qu'on est on n'est pas que dans du marketing. Parce que je supporte pas les bandes annonces marketing. Kojima joue déjà avec les joueurs
et avec les fans qui vont justement jouer des théories, des hypothèses, etc., qui va cacher des choses. Et on est déjà dans le jeu, en fait. On est déjà à jouer, pas avec une manette, mais cérébralement, avec les indices qu'il nous donne, en essayant de voir bon, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai, parce que Kojima adore jouer sur ce trompe-l'œil, et je suis persuadé que c'est ce qu'il fait avec les bandes annonces qu'on a pu voir déjà sur le jeu. Ouais, Ok. ça s'est vu, oui, avec les premières bandes annonces qui étaient très, très bizarres, très énigmatiques. Il s'en est suivi un flot d'hypothèses ensuite sur Internet, avec les communautés qui C'est commençaient à se décortiqué. creuser la tête et à décortiquer le moindre détail de la vidéo pour savoir ce que Kojima allait mettre dans son jeu. Parce qu'au final, personne ne sait ce qu'il va mettre dans son jeu, quoi. Et je pense qu'on le saura qu'au dernier moment. Mais Exactement. il va jouer là-dessus. Mais là-dessus aussi, c'est Valve qui aime bien faire du teasing à base d'énigmes. Voilà, on vous annonce pas le jeu, mais par contre, voilà, allez, vous faites une première énigme, puis une deuxième, puis au bout de la 25e, peut-être que vous aurez fini par trouver avec tous les indices. Ouais, t'étais en train de parler de Half-Life 2 épisode 3. Ou entre autres, hein, mais Parce ils que ont pas fait que celui-là. mais le jeu, on l'a pas. Hein. Voilà, c'est ça, mais il n'y a pas eu Attends. que celui-là. Ils avaient fait ça sur d'autres. De mémoire, je me demande si Portal 2, ils avaient pas fait aussi un truc du même genre. Où il y a eu tout un truc de fil en aiguille à base d'énigmes pour arriver jusqu'à l'annonce. Ouais, ça dure un petit moment. Ouais. Voilà. Mais bon, alors oui, Half-Life 3, on n'en parle même pas. Hein. C'est aussi c'est une belle arlésienne. Peut-être qu'un jour il sortira ou pas. On nous dit qu'on peut s'estimer heureux parce qu'en 2017, ils nous annoncent enfin Beyond Good and Evil 2. Hein. Un Ouais. quoi? Beyond Good and Evil 2 qui a enfin été annoncé. Pareil. Oui, enfin 2-1. Enfin, Ouais. le deuxième opus Enfin, Voilà. il sortira quand? Parce que le monsieur, il est sur plusieurs jeux en même Je temps. sais pas. Et ce qu'il a montré du jeu, il a fait une vidéo. On est vraiment au début du développement. Oui. Enfin, il y a quelques mois, on était au début. Voilà, on est au Ouais. début, mais au moins maintenant c'est officiel. C'est pas juste du ragot, du bruit de couloir ou enfin c'est pas enfin c'était presque suffisant, une hein. blague. Hein. C'est presque un running gag. Final Fantasy 13 versus Oui, oula. qui est sorti sur la forme de Final Fantasy 15 12 ans après son annonce. Bah, l'annonce date de la sortie de la PS3, puisque ça fait partie des trailers de lancement. Enfin, non, même pas des trailers d'annonce. Mm. Et le jeu est sorti sur PS4. Voilà. Donc, Voilà. tout C'est est dit. pour ça que je me méfie. On sait qu'il sortira dans les 10 prochaines années. C'est ça. Ou comme Duke Nukem Forever. Ou au Qui bout. est sorti. Voilà, où il est sorti, mais Sorti, je me souviens, malheureusement. ouais, je me souviens que quand même, je crois que c'était au bout de 6 ou 7 ans, ils ont fait l'annonce ultime, ça y est, on sait enfin quel moteur on va utiliser. Il était temps les enfants là quand même. Hein. Oui, on a rentré notre première ligne de code. C'est à peu près ça. Fallout 3. Alors, Fallout 3, je pense que la problématique elle est différente. Il y a un changement d'éditeur. Oui, le 3. Alors, ça, c'est d'autres soucis. Les jeux codés pas sortis. Enfin, on parle du cas de Fallout 3, mais il y a une quantité astronomique de jeux qui sont pareils. C'est les développeurs qui ont sorti un jeu, qui est une suite ou pas, et le jeu verra jamais le jour, même s'il est terminé ou presque, parce que la boîte a coulé, parce qu'il y a eu des rachats, parce qu'il y a eu des changements stratégiques, parce qu'il y a des problèmes de droit, il y a des listes, Le des dernier raisons. exemple en date, c'est Visceral, du côté de. Pour ceux qui ne connaissent pas Visceral, c'est une des branches d'Electronic Arts. Electronic Arts, qui est aussi un studio qui fait n'importe quoi. Hein. Prenons l'exemple de Battlefront 2 récemment. Hein. Vous avez peut-être Non, des gens qui parlaient des polémiques. Lootbox. Voilà. Bref, Electronic Arts n'est pas forcément réputé pour être du côté des joueurs, mais plutôt du côté du portefeuille. C'est le cas de tous. Et eux, ils en abusent un peu, de manière très smooth. On avait un magnifique studio qui s'appelait Feral Game, qui a notamment fait le jeu dans l'espace, l'horreur, à la Resident Evil, etc.
cette heure-là, j'arrive plus à remettre le nom du jeu. Et je pense que vous voyez. Ah, et quelqu'un Mais peut- comment il s'appelle? oui, Dead Space. Ouais. Tout simplement. Dead Space. Donc ils ont fait Dead Space, le 1 et le 2 qui est génial, bon, le 3 qui est un peu mitigé. Ils étaient en train de travailler, alors je crois qu'ils ont commencé à travailler sur un Star Wars qui était animé, puis ensuite ils travaillent actuellement, enfin, avant que ça ferme, sur un autre Star Wars avec une game designer qui venait qui avait développé, qui venait de Naughty Dog, donc sur Uncharted. Vous imaginez un jeu à la Uncharted, ce qu'ils voulaient faire dans l'univers de Star Wars, et apparemment ils avaient bien avancé, et Electronic Arts leur a dit bon bah, au revoir. Bon, bah non. Voilà, et donc quand on parle de jeux codés, etc., bah là encore des jeux. Mais après, enfin Et du talent, ça reste. enfin, je peux le dire que voilà, enfin, ça fait plus de 10 ans que je travaille dans le milieu. J'ai bossé dans certaines boîtes et j'ai connu des gens qui ont travaillé dans les boîtes. Le nombre de projets existants que des gens ont chez eux, doucement en disant, ça aurait été bien qu'il sorte un jour celui-là, c'est faramineux dans ce domaine-là. C'est parce que la boîte ferme, parce qu'il y a une décision au-dessus. Voilà, là c'est un exemple avec un jeu qui aurait pu être un gros carton, qui aurait pu être vachement attendu. Après, il y a des jeux aussi connus enfin, qui ont fait pas mal de buzz dans le même esprit. StarCraft Ghost, voilà, qui a été un jeu annoncé, rannoncé, montré, remontré, et puis un beau jour, plus haut d'image, et puis au bout de plusieurs années, on finit par vous dire que oui, mais non, en fait, on a complètement arrêté. Et voilà, des trucs comme ça, il y en a des caisses. Pour des raisons stratégiques plus que discutables, Visceral a été fermé, entre autres, parce que IA estime que les jeux solo linéaires, alors ce qu'on appelle les jeux solo linéaires, c'est à la Uncharted, à la God of War, hein, pour aller. Alors linéaire, ça veut pas dire qu'on joue pas, hein. Un Beat 'em All, c'est un jeu linéaire, sauf si c'est un open world, pourquoi pas, mais ils estiment qu'en fait ces jeux-là, c'est plus assez rentable. Faut faire soit du open world, soit du online, et du open world online avec les loot box, etc. Voilà. Et donc ils ont injecté Visceral Game pour ces Des, raisons-là. des- Ça des fait jeux où très on bien. peut faire des DLC, des DLC, des DLC. Voilà. Ils vont Voilà. pas bien, Et- EA, hein. Ils vont pas bien, hein. Bon, C'est un gâchis monumental. Voilà. Et quand vous regardez ce qu'ils ont fait pour ce qui s'est passé avec Mass Effect, ce qui s'est passé avec les SimCity, ceux qui se souviennent du dernier SimCity, Quel gâchis. encore avec Electronic Arts, Quel gâchis. où ils avaient volontairement bridé la taille des cartes Oui. en disant que c'était par souci technique. Sauf qu'il y a un modeur qui est venu derrière, qui a dit souci technique, hop, il a déverrouillé le truc. Alors je sais pas comment il a fait. Oui, Et en fait, on voyait que Ouais, les cartes c'était pouvaient être infinies. c'était très facile à indiquer la taille Ouais, des cartes, c'est ça. de modifier ça. C'était vraiment une excuse de verrou. Alors, Bon sang, c'était même pas une excuse. oui, enfin, non, c'était Ouais, voilà, je pense que c'était une excuse pour pouvoir faire pour pouvoir vendre derrière des trucs supplémentaires, hein. Ouais, ou pour jouer en communauté avec d'autres joueurs. Ouais, mais Non, quand ils pour disent que relier les techniquement, ils villes, ne tout peuvent pas ça. le faire, Hmm. alors qu'en fait, d'un point de vue Oui. technique, hein, Oui, technique, c'est- ça Ah oui, suffit. Voilà. Ça s'appelle un mensonge. Ah oui. Complètement. Et, mais dans le même esprit, alors je sais pas si c'est réellement le cas, mais ce qu'on m'expliquait aussi, c'était sur Shadow of Mordor, où il y a un même principe de pseudo loot box pour agrandir son unité, et apparemment faire les dernières missions sans passer par là, c'est quasiment impossible. T'as payé 70 boules ton jeu, tu veux faire la fin, passe par la case DLC, paye en plus parce qu'il va te falloir les unités que tu peux avoir que comme ça. C'est un peu honteux. Ça, c'est vraiment scandaleux, quoi, hein. Je veux dire, autant qu'il y ait des loot box pour avoir un peu de custo, voilà, quelques skins, ça me dérange pas tant que ça, voilà. Mais quand ça touche vraiment au jeu en lui-même, tu es obligé de passer par là pour finir ton jeu, ou même avoir le 100% de ton jeu, Un c'est jeu en c'est plus que tu as scandaleux. acheté à tout plein. Ouais, c'est Voilà. ça, avec ouais. des bons. Exactement.
C'est ça. Là-dessus, voilà, je mettrai une distinction entre les free-to-play où le jeu est gratuit, donc tu as des DLC, bah ouais, mais t'as pas payé ton jeu de base, donc bah, il faut bien quand même que le développeur y vive. Hein. Ça, voilà, c'est un truc. Et EA qui te vend déjà 70 boules le jeu, tu l'as payé prix fort, et derrière, bah non, t'en profites même pas. C'est ça. Donc là, oui. Et d'ailleurs, il y a des free-to-play qui effectivement proposent qu'on donne de l'argent pour avoir des accès, etc. Mais quand ils sont bien foutus et quand la politique est bien derrière, vous pouvez jouer sans avoir rien à payer. Alors, je prends un exemple sur un jeu de cartes. C'est mon petit péché mignon, oui, je joue à des jeux de cartes. C'est le Elder Scrolls Legends, que vous connaissez, qui est en bêta. Euh, comme tous les jeux de cartes, hein, tu peux mettre de l'argent pour acheter des cartes, etc. Oui. Moi, je sais que j'ai une collection à quasiment 100%. J'ai payé 0 €. Comme quoi, c'est possible. Donc, je suis pas non plus. Je ne fais pas que ça. Voilà. Alors, peut-être parce que c'est en bêta que ça fait ça, mais là, pour le coup, oui. C'est-à-dire que les joueurs qui veulent aller un peu plus rapidement, bah, ils donnent de l'argent. Et des joueurs comme moi qui n'ont pas envie de payer, qui ont juste envie d'avoir un jeu de cartes. Comme vous savez, parfois, de temps en temps, quand on sort du taf, qu'on n'a pas la motivation de bosser, mais qu'on n'a pas la motivation non plus de faire un gros jeu, parfois, on va avoir l'esprit à ça, bah, ces petits jeux de cartes, ça sert, eh bien, c'est tout à fait possible. Et là, je dis oui. Bah, là, je parle de la bêta. On s'en sortira. Le problème, c'était que c'était un peu la même chose sur Hearthstone au début. C'est-à-dire que bon, bah, tu pouvais jouer gratuitement, essayer d'avoir toutes les cartes et tu pouvais y arriver. Sauf que sont arrivées les aventures, sont arrivées les extensions qui arrivent à un rythme assez rapide. Et du coup, bah, si tu veux pas payer, tu prends du retard. Tu prends du retard, t'as pas les bonnes cartes et donc tu peux pas évoluer dans ton jeu. Ah, et l'aspect compétitif aussi. Enfin, c'est toujours ce qu'on attend d'un jeu. Si tu veux effectivement être dans le classement des top 1000, voilà. Mais bon, après, si tu veux juste faire des parties de temps en temps, histoire de te changer l'esprit avec des joueurs qui sont un peu comme toi. Oui, ça marche toujours bien, c'est sûr, il n'y a pas de souci, quoi. Bon, voilà. Dans le même esprit, un équivalent d'Hearthstone mais japonais, c'est Shadowverse qui a fait un système un peu, point de principe, des cartes, des decks, tu peux acheter. Et en fait, pratiquement toutes les cartes du jeu sont craftables, sauf quelques cartes exclusives, des cas très particuliers, mais les trois quarts même 90% en fait, des cartes disponibles dans le jeu, si tu as plein de doubles de cartes à la con, tu peux tout vendre, récupérer de matériaux et finalement te la faire. Mais par contre, tu pourras l'avoir que avec un certain design. Et ils ont fait un design supplémentaire plus classieux avec des effets, des animations. Et là, c'est obligatoirement en mode tu ouvres ton paquet et puis tu espères de tomber dessus. Après, je sais pas économiquement comment le jeu s'en sort. Je ne me suis jamais renseigné. Est-ce que c'est quelque chose de viable ou pas? J'en sais rien. Mais par le passé, des jeux free-to-play où le jeu était totalement faisable sans être obligé de payer et finalement les trois quarts des choses payantes, c'est purement cosmétique. League of Legends est un peu comme ça, par exemple. Même s'il y a des accélérateurs, on peut acheter des accélérateurs, on peut acheter des gemmes, mais finalement, la majorité des achats, c'est des skins. 100% cosmétique. Ça, après, voilà, c'est des. Mais là, on est dans un autre registre de jeux. On est dans des jeux qui sont gratuits à la base. Donc, finalement, c'est pas dérangeant. C'est pas un jeu, encore une fois, à 70 boules. Ah, ça fait blip. Est-ce que c'est parce qu'on t'a perdu? Ah non, je suis là. Non, j'ai envoyé un message. Ok. Donc voilà. Par contre, je viens de voir l'heure là. On va peut-être passer la main à la suite. Je ne sais pas. Ah, la suite ils font dodo. La suite fait dodo. La suite fait dodo. Mais toi, ça fait un petit moment que t'es là. Allez, réveillez. Voilà. Toi, je pense que il serait peut-être temps que aussi tu puisses aller faire ton petit dodo. Oui, je vais faire un dodo à 6 heures. Et retour tout à l'heure. Eh bien, ouais. Tu perds 18 heures, je crois. Je sais plus l'horaire. Écoute, repose-toi bien d'ici là.
Bah, et vous aussi. Bonne nuit. Ouais, Allô. moi je Nous, vais retourner m'occuper de la technique là maintenant. On va aller voir où ça en est, comment ça a avancé sur les un peu plus de 2 heures de flux. En tout cas, voilà, ça a été bien sympathique de reparler de tout ça, Yep. plein de sujets. Donc, du coup, je te dis bonne journée et puis à ce soir, hein. À ce soir. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.